et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en ce lundi 4 avril, il est midi 30 et nous sommes en direct pour continuer de commenter l'actualité jeux vidéo, tech et pop culture ici même autour de ce plateau avec un Lunch Play pimpé. Vous l'avez vu après le lissage des sujets dans le Lunch Play, nous avons enfin réussi à mettre en place nos habillages, notre direction artistique ainsi que nos sujets dans le lunch. Ça sera aujourd'hui que nous allons lancer non pas une nouvelle formule puisque c'est le Lunch Play tel que vous le connaissez, mais au moins un Lunch Play plus structuré avec pas mal de nouveaux intervenants aussi au cours de ce lunch. Voilà, on va continuer de recevoir des gens qui font l'actualité du jeu vidéo et l'actualité de Twitch. On va continuer d'explorer des sujets et des chroniques de plus en plus diverses et variées liées à l'actualité, et vous aurez évidemment la totalité de l'actu jeux vidéo dans ce Lunch Play de 12h30 à 14h30 tous les jours autour de moi pour animer cette émission. J'ai le plaisir d'être, une fois n'est pas coutume, avec Lox, bien entendu. Bonjour Lox, comment va? Salut Ken. T'as badgé ta tasse le stream Lox? Ouais. Ça c'est le bon plan. J'ai écrit mon nom. C'est tellement génial. Tout le monde a les mêmes. Donc voilà, si tu n'as pas envie de partager ta tasse, Ken, je te recommande l'étiqueteuse du premier étage. Écoutez, moi, Absolument plutôt que incroyable. l'étiqueteuse, c'est l'étiquetoqueuse, moi, que j'ai partagé avec ma tasse. T'as dit- Mais Ouais, après le consentement, c'est quand même bien. Mais bon, voilà, moi j'ai consenti à ça, mais c'est un plaisir. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver, ça fait grave plaisir. Nouvel habillage, tout ça. on Ça va régale. voir ça dans quelques instants, bien entendu, alors que Reddit bouscule les internets, évidemment, avec le Pixel War, que tout le monde essaye de placer son pixel pour faire valoir la grandeur, évidemment, du stream français. J'ai le plaisir d'être en compagnie de ceux qui n'ont pas placé de pixel jusqu'à présent. Suri, bonjour Suri. Mais non. Eh bonjour mon Ken, mais si, j'ai passé mon pixel là. T'as passé ton pixel? Ah oui, quand même. J'étais sûr. Eh oui, les travaux pour la France là, monsieur. Passé ton pixel. On doit pas se laisser faire. On a une guerre à mener. Une guerre à mener. Depuis hier là, la guerre fait rage. Et- On a la Tour Eiffel qui est en danger. Et ta Captain America. Ah bah là, c'est terminé la Tour Eiffel. Il y a l'Arc de Triomphe qui est passé. Il y a un croissant. Il y a Zidane dans le drapeau français. Enfin, c'est n'importe quoi. On est vraiment loin. Il a placé son pixel. Évidemment. Dites-lui. Et Suri fait, bien entendu. Foster est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour Foster. Toi, t'as pas placé ton pixel. Tu le sais. Voilà. tu Voilà. le sais. J'ai suivi avec grande assiduité, cela dit. Mais non, j'ai pas placé mon pixel. Genre, grosse flemme. Mais j'ai regardé, c'était marrant. Et c'est encore marrant tout aujourd'hui. Mais ouais, non, je suis désolé. Je fais pas partie de cet effort général de guerre, malheureusement. Carton jaune, s'il vous plaît. Voilà. Tu ne fais pas partie Non, de mais t'as cette le droit. cette grande famille du streaming français. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Je suis sûr que ton confrère TPK a placé son pixel. Ah, lui, il a placé, je pense, des centaines de pixels. Il a tweeté à chaque truc de négociation. Alors lui, il avait la fourche dans la main directement, prêt à descendre dans la rue. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. En dehors de toute hype commune, Foster est évidemment avec nous. Aujourd'hui, programme de la journée, car vous avez un programme qui va s'afficher justement ici. Incroyable, Miss Météo, le nouveau Lunch Play n'en est pas à son galop d'essai. Vous allez pouvoir connaître la liste des sujets si vous arrivez au cours de l'émission, en cours, et ceux qui ont déjà été faits. Voilà, vous ne serez pas perdus évidemment dans ce Lunch Play. On va commencer par la revue de presse, bien entendu, où on reviendra sur Abandon, qui a refait parler de lui, bien entendu. Brandon Sanderson semble intéresser beaucoup Namco Bandai, et on va voir si la fantasy est en retour de hype en ce moment. On va parler évidemment du studio The Initiative dans une tourmente incroyable. C'est Carnby qui
a lancé un dossier complet sur jeuxvideo.com pour expliquer un peu ce qui se passe. On vous en parlait beaucoup dans le lunch. Bordel, ce studio qui n'arrive pas à accoucher de Perfect Dark, que se passe-t-il? On parle tout. Et enfin, Kirby catacole en tête des ventes. C'est incroyable. Pour un jeu qui s'ouvre un gameplay 3D, on se posera un peu la question si c'est pas terminé maintenant, les jeux 2D pour les grosses boîtes. La 3D semble mieux marcher en tout point. Y a-t-il des contre-exemples? On en discutera évidemment tous ensemble ici. Et enfin, ce sera les sorties de la semaine avec Suri que l'on mettra le lundi. À présent, comme ça, au début de la semaine, vous saurez tout ce qu'il y a cette semaine à prévoir, à précommander, à acheter, à se livrer, avec peut-être des tests qui arriveront aussi de certains jeux annoncés dans ces sorties de la semaine. On reviendra avec la chronique en bref ou la suite de l'actualité avec Lox. On va passer sur tous les sujets qui ont fait l'actualité du jour rapidement pour vous tenir informé d'absolument tout. Et enfin, on se terminera évidemment avec la chronique des poissons d'avril. Quels ont été les meilleurs poissons d'avril 2022? C'est Foster qui nous débunk un tout petit peu tout ça pour faire un tour d'horizon de ce qui a marché, de ce qui a floppé et de ce, évidemment, ce qui était un poisson d'avril, au cas où vous n'étiez pas au courant. On vous l'informe quand même, parce que ça vite fait de transiter les fake news. Évidemment, ici, on commence évidemment avec la première partie. C'est la revue de presse, let's go! Incroyable, tout fonctionne, vous avez vu, c'est fou. Ça, c'est beau. Ça fait plaisir. J'ai l'impression d'être dans Manga Sûr. Ça y est, je peux lancer mes sujets, j'ai mes virgules, j'ai tout ça. On a la totalité de la rivière avec l'annonce des sujets. On est vraiment très très bien et on va reparler d'Abandon, le jeu présenté, je vous rappelle, dans State of Play / PlayStation Showcase, qui est bien soutenu par PlayStation, développé par Blue Box, ce nouveau studio montrait des environnements horrifiques qui faisaient penser à un retour éventuel de Silent Hill, entre rumeurs de liens avec Hideo Kojima, démentis, communication très bizarre. Le projet a récemment été annoncé sur certains sites internet comme abandonné. Il n'en fallait pas moins évidemment à Blue Box pour revenir au créneau via un communiqué officiel qu'ils ont eu la bonne idée de faire le 31 mars, juste avant le 1er avril, pour pas qu'on ait l'impression évidemment que ces derniers soient en train de raconter n'importe quoi. Et réitère, nous avons récemment été bombardés de questions concernant l'état du développement d'Abandon. En réponse aux récentes rumeurs d'annulation, nous affirmons que celles-ci sont fausses. Voilà, nous travaillons actuellement sur le reveal via l'application Real Time Experience et sur nos réseaux sociaux. On n'a jamais rien fait comme tout le monde, évidemment ici. En même temps que sur le prologue du jeu, tout ceci était à la base prévu pour le premier trimestre 2022, mais malheureusement, nous ne sommes pas encore prêts pour vous montrer quoi que ce soit de concret. C'est terrible. Pourquoi avons-nous repoussé le reveal du prologue? Nous le sortirons quand il sera stable, bon et prêt. Bon, Blue Box continue de travailler visiblement sur le jeu, mais sincèrement, ça fait 2 ans que le projet a été montré, 2 ans de rumeurs, le démenti de l'implication d'Hideo Kojima est réel, le démenti que c'est le nouveau Silent Hill est réel. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce qu'il y a à montrer? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, la Blue Box? Et comment Sony a pu mettre autant en avant un jeu aussi énigmatique, même pas dans la case indé? Pose la question, Lox, c'est assez hallucinant que ce développement patauge comme ça. Son développement, il patauge, mais en attendant, qu'est-ce qu'il fait parler? Et là, pour le coup, c'est vraiment bien joué de leur part, puisque on le rappelle, on a quand même assisté à une énorme chasse au trésor juste avec le bout de trailer qu'ils nous avaient dévoilé. Les gens étaient en train de compter les petits chiffres écrits sur le mur pour remettre ça en parallèle avec Silent Hill au cas où. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est un projet qui intrigue énormément et effectivement, on peut se poser la question de mais qu'est-ce que fout véritablement Sony avec cette licence? À quelle sauce on va être véritablement mangé? Est-ce qu'on va continuer à rester sur ce type d'horreur, ce type de trailer horrifique? En fait, c'est aussi simple que ça.
Pour le coup, moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté, mais il y a aussi beaucoup de craintes de la part du studio. Un studio qui, on le rappelle, a quand même subi de nombreuses menaces. Ah bah Également. oui, de ouf. Ils ont beaucoup communiqué à travers ça, puisque on n'était pas seulement sur des menaces qui étaient virtuelles, malheureusement. Donc forcément, c'est une chose qu'on condamne et qu'on ne veut pas voir. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu de frayeur, un peu de... Ouais, on est frileux. On est frileux à l'idée de trop en révéler. On préfère, comme ils disent, arriver avec quelque chose de bon, de quelque chose de prêt, pour qu'on ne puisse pas venir leur retirer dessus encore, parce que c'est une histoire qui traîne depuis très longtemps maintenant. Alors Siro dans le chat remarque quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'avant on parlait de fake news, maintenant on arrive à parler d'un projet avec des no-news, c'est-à-dire que la non-existence d'actualité sur ce projet catalyse énormément de personnes et de sujets. C'est quand même assez fou. Abandon, est-ce un jeu que vous attendez, un projet que vous attendez, ou n'est-ce pour le moment pour vous qu'un écran de fumée, Foster? Ah, moi je l'attends, pas du tout, je vous cache pas, encore une fois pas possesseur de PlayStation, donc je passe un peu à côté de la hype, malheureusement. Par contre, juste pour une petite parenthèse, il y a un point que je trouve assez intéressant, et c'est le contre-coup de ce que fait PlayStation et plutôt Sony en ce moment, de racheter tout un tas de studios. C'est qu'en fait ils sont dans cet état où ils ont du coup ce projet qu'ils présentent. Malheureusement le projet n'avance pas, ils n'ont pas forcément de nouvelles, mais en fait comme c'est l'autre studio qui est au final extérieur à Sony qui doit s'en occuper, c'est eux qui doivent se dépâturer, on va dire, se sortir un peu de toute cette mélasse dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et si on prend un comparatif, un parallèle direct avec Nintendo et Breath of the Wild 2 par exemple, qui a été super énigmatique, on a pas ému quelques trucs, on a quand même ému des moments pendant des State of Play, mais non, des Nintendo Direct, où on a le producteur de Zelda qui débarque et qui fait... On n'a rien à vous montrer, mais on a tué les gars. Et au final, ça rassure tout le monde en fait. Bonjour. Tout le monde, on est bien, Ouais. on avance, on passe à autre chose. Et en fait, c'est peut-être maintenant ce qui manque, c'est peut-être l'étape d'après à développer pour Sony, c'est que maintenant dans les State of Play, quand on sait qu'il y a un gros projet comme ça dans lequel on a investi, comme tu l'as cité, peut-être laisser à un moment aux développeurs le temps de venir pour dire on n'a Mais rien, c'est ça. mais ça arrive les gars, genre Ça, rassurez-vous, tu vois. Mais pourquoi Sony abandonne complètement Blue Box dans leur communication? Finalement, ils sont obligés de communiquer eux-mêmes, ils trouvent des moyens un peu détournés, ils ont fait des vidéos sur Internet pour présenter les projets que tout le monde a analysé comme quoi ouah, c'est un signe bon sang que le jeu, en fait, c'est Silent Hill déguisé, c'est un studio de Kojima. Au vérité, rien de tout ça. Tout leur est retourné, en tout cas, dans la face, et le jeu n'a toujours pas été montré en 3 ans. Alors, vous allez me dire, Breath of the Wild 2 a en effet 6 ans de développement derrière lui, et on a vu très peu du jeu, mais au final, la date est prévue. Suri, ce jeu, est-ce un jeu que tu attends? Et attendez, pourquoi est-ce que le Sony est si évasif sur la communication du jeu? Bah écoute, moi je l'attends pas du tout, véritablement. J'ai vu Abandon, j'ai pas été bercé à Silent Hill, donc pour le coup c'est pas quelque chose que j'attends. Et en plus j'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on peut attendre, parce qu'on ne sait absolument rien de ce jeu. On n'a pas vu grand chose à part ces petites vidéos de trailer qui en plus étaient un petit peu difficiles au niveau du framerate. Et à vrai dire, c'est, je pense, la résultante d'une communication qui est désastreuse. On a voulu mettre en avant, on a voulu mettre un trailer shiny en mode Abandon, ouais, il y a de l'ambiance Silent Hill et tout ça. Et là, il a commencé à avoir une grosse hype. Et en fait, on s'est rendu compte de son erreur de communication un peu tard. Et on continue de patauger là-dedans où on a des démentis, on a des corrections qui sont faites, etc. Et en fait, il y a une véritable attente qui s'est créée autour du jeu. Mais l'attente, elle était basée au fait que ça pouvait avoir des inspirations Silent Hill. Maintenant, ils sont dans une merde noire parce que même là, s'ils arrivent, ils arrivent à faire un petit communiqué, etc., à sortir les violons, tout ça. Mais le truc, c'est qu'on a un réel risque pour le jeu. Au-delà même de ses caractéristiques, c'est si le reveal ne convient pas, la hype qu'il y avait sur le jeu, c'est terminé. Il n'y a plus rien. On va vous poser la question évidemment, êtes-vous hypé par le jeu Abandon encore? C'est vrai, vous me faites remarque, c'est vrai que JV en parle beaucoup et on avait l'habitude dans JV le journal de pas mal en parler, mais à chaque fois on est toujours autant étonné de voir la quantité de personnes qui s'intéressent à ce projet, parce que oui, ce projet a un peu catalysé aujourd'hui, c'est les pixels sur Reddit, mais vous savez qu'en fil rouge, ce jeu Abandon a évidemment défrayé la chronique parce que tout le monde attend le prochain Silent Hill. En vérité, on veut des réponses sur ce projet. On sait que Konami n'a pas vendu sa licence Silent Hill, il l'a bien conservé, mais pourtant qu'ils ont quand même lâché une grosse licence récemment. Tout ça est très flou, Lox. C'est très flou, mais alors j'ai quand même une théorie du point de vue de Sony quand on se dit oui, effectivement, pourquoi on n'a plus de communication, en tout cas de leur part à eux. Eh bien, il y a un tweet quand même qui est tombé de la part de
Blue Box, où justement on leur pose la question de ouais, est-ce que ça sortirait pas sur PC? Et ils ont quand même répondu Oui. éventuellement. Oui. Déjà, Ouais. on commence aussi à sentir de. Alors, est-ce qu'il s'agissait réellement d'une exclusivité? Est-ce qu'il y a eu un rétropédalage aussi de la part de Sony? On n'a aucune information. Et pourtant, ils n'hésitent pas, comme ça, parfois, à répondre un peu de manière random à des questions qui tombent. Surtout la bio juste à côté où il y a marqué bien Coming Exclusively to PS5 et là tu Et- vois. C'est tout le problème! C'est magnifique. Il y en a marre! J'avoue, le tweet, il est légendaire. C'est comme ceux qui marquent. Moi, je n'utilise jamais Safari, tweeter for iPhone, tu vois. C'est ça, ouais. Allez, des trucs à la con comme ça. Formidable. J'avoue que c'est absolument grandiose. Oui. Abandonne, évidemment. On attend eh bien, le véritable prologue du jeu. Donc, ils veulent montrer le prologue du jeu, peut-être faire tester le prologue du jeu aux gens dès la sortie. Mais, eh bien, en tout cas, pour le moment, rien du tout à l'horizon. C'est terrible. Mais si le jeu est prévu sur PC, peut-être est-ce comme Hideo Kojima, on prend l'argent de Sony et puis on sort sur Et PC puis, quand on même. sort après. Voilà, exactement. N'empêche, on va reparler de Kojima aujourd'hui dans ce lunch. Kojima, lui, quand il monte un studio, il sort les projets. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut sur le bonhomme, mais en attendant, derrière, les jeux, ils sortent et il n'y a pas de souci. Donc c'est quand même très, très, très fort. Namco Bandai semble s'exprimer et vouloir travailler avec l'auteur Brandon Sanderson, hein, auteur évidemment de titres de fantasy à succès sur, alors quoi, peut-être un nouveau Souls-like, en tout cas dans un univers médiéval fantasy. Voilà, vous l'avez vu, après eh bien, le succès incroyable d'Elden Ring, hein, dont bien entendu Bandai Namco se félicite, bien que derrière soit From Software hein, qui développe Elden Ring. Eh bien, travailler avec un autre auteur à succès pourrait être peut-être salvateur. On a vu que la marque de George R.R. Martin sur Elden Ring, n'empêche, a vachement aidé sur les pubs abribus, sur les pubs télé. Oui. Et même lorsque tu lances Elden Ring ou quand ce dernier se tourne en boucle en mode démo, tu vois le nom apparaître quand même de George R.R. Martin. Et croyez-moi, je pense que ça a eu quand même son petit effet. Hein. Ultra mis en avant, même quand tu passes à Paris, alors quand tu es de l'autre côté du quai en face de Beaugrenelle, t'inquiète pas que tu arrives à voir la pub géante Elden Ring avec le nom R.R. Martin qui est mis en avant. Hein. Ah, ils l'ont pas oublié. Par contre, après, il se fait un petit peu oublier quand même quand il joue, mais bon, je dis ça, je dis rien. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette remarque, Lox? Va au bout de ta pensée. Tu penses quoi? Tu penses que ce n'est qu'un nom? Tu penses qu'il a rien fait? Tu penses que tout ça n'est qu'un prêt de licence? Il est très beau, mais moi, j'ai malheureusement lu ses livres. Alors, je ne T'as regrette malheureusement lu ses livres. Malheureusement. Ouais, je m'attendais pas à ça en fait. Il y a vraiment des pages, je m'en serais passé quoi. Je suis en mode oui, bon, 5 pages pour me décrire un viol, je crois que voilà, à un moment ça va. J'ai compris. Il y a quelques Mais, auteurs de manga qui ont fait pire, hein, crois-moi. Ouais, non mais je sais, non mais c'est pour ça que je disais il est très bien le livre, mais il y a des moments c'était voilà, t'es en mode oui, on a compris. On a encore Ok, Next. on a compris. Du coup, je disais juste que je retrouvais pas particulièrement sa plume, parce que quand tu as envie de transmettre un lore et que tu vas sur un jeu où transmission de lore se fait dans ton inventaire, en fait, c'est un peu limité quand même pour... Désolée, et Faut j'adore lire la Elden Ring. description des objets, Lox. Attendez, je vais déverrouiller mon iPad pour regarder si je me fais huer dans le chat. mais voilà, en tout cas, je vois pas particulièrement sa patte, même si visuellement c'est très beau et c'est magnifique. Mais en dehors de ça, c'est très marketé quand même. Après, il était surtout là aux prémices de toute façon, ça Ouais. le développement. Il était Mm. là qu'aux prémices, il a vraiment donné les guidelines principales de tout l'univers, etc. Et c'est vrai que derrière, ça a été les équipes de développement de FromSoft qui sont parties de cette base et qu'on construit par-dessus. Donc c'est vrai que je te rejoins, la patte GGA, on la voit pas forcément. Du coup, là, on va peut-être avoir droit à la même chose, puisque comme ils le précisent dans le titre avec Sanderson, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ont aussi déjà le pitch. Alors, est-ce que finalement, c'est juste les prémices en fait, du jeu sur lequel l'auteur intervient à chaque fois, ou est-ce que justement, on a une vraie patte qui se fait sur chaque étape cruciale vraiment du jeu? Aucune idée. En tout cas, force est de constater qu'Elden Ring est un jeu qui a cartonné, peut-être d'ores et déjà le jeu de l'année, si rien n'arrive au niveau en tout cas de ce jeu-là, des ventes incroyables pour ce que l'on pourrait considérer comme un Souls quand même,
Et on peut se demander, c'est le vrai retour de la fantasy, donc la dark fantasy dans le milieu du jeu vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a plutôt disparu du spectre. Même Final Fantasy avait fait disparaître son côté fantasy quelque part. FF15, tu te balades en bagnole qui vole. Même le 8, le 7 avant ou le 10 tranchait vachement avec ce côté médiéval fantasy très très classique. On avait même CD Projekt Red qui passait de The Witcher à Cyberpunk, donc qui changeait complètement de registre d'un point de vue de la fantasy. Toutes les grandes licences dites de fantasy avaient progressivement lâché. C'est vrai que depuis 10 ans, c'est surtout les super-héros qui marchent un peu, et ce côté action super-héros que l'on va retrouver beaucoup à la fois dans le cinéma, mais aussi pas mal du coup dans le côté jeu vidéo. Y a-t-il encore de la hype pour les jeux type fantasy Foster de nos jours? Je pense que le plus dur, c'est d'arriver, c'est non pas forcément de faire un jeu d'Heroic Fantasy, mais c'est surtout faire un jeu qui se démarque de ce qui a déjà été fait en Heroic Fantasy, en fait. C'est que l'Heroic Fantasy, c'est archi bouché à bien des égards, parce qu'en des RPG, des plateformes même, où n'importe, on en a mangé, en veux-tu, en voilà, de l'armure qui devient un caleçon aux boules de feu qui sont lancées à toutes les déclinaisons d'armure et d'épées possibles et inimaginables. Et je pense que c'est difficile d'arriver à se renouveler, d'arriver potentiellement à créer une sorte de contexte, d'histoire qui soit véritablement très propre, en sortant un peu de ce côté Europe, forcément dans les intentions, dans le ressenti. Et finalement, je pense qu'on se tourne aujourd'hui dans de l'Heroic Fantasy qui est toujours inspiré légèrement d'autres choses. Je sais comment il s'appelle ce jeu là qui est teasé, qui sort sur PlayStation, avec la meuf qui fait plein de trucs magiques, qui bouge un peu partout. On a eu le trailer la dernière fois, Forgotten, for quelque chose. Forspoken, par exemple, où on a ce côté un peu médiéval fantastique, mais pas tout à fait, parce qu'elle ressent pas vraiment un chevalier, ni vraiment d'être là dans un médiéval fantastique. Ouais. Et pourtant, elle cale bien dans cet univers avec des dragons, des châteaux, des espèces de ruines tout en pierre. Et en fait, je pense qu'on se tourne surtout là-dessus aujourd'hui, si on veut faire de l'Heroic Fantasy, c'est... On s'inspire énormément, on a une base assez solide, mais il faut trouver le petit truc qui nous fait un peu sortir et qui nous démarque du reste. C'est vrai que même quand on regarde du côté JRPG, les Xenoblade se décalent vachement de tout ça. On avait les Tales of qui faisaient pas mal normalement Medieval Fantasy, mais qui aujourd'hui essayent de vraiment trancher en apportant un côté très animé à leur production. C'est Forspoken, bien entendu, comme on peut voir ici, qui on va dire va faire à la fois du fantasy et à la fois du moderne. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit retour en force des jeux là. C'est vrai que depuis 10 ans, ça n'a pas spécialement été le fer de lance. Là, on a annoncé quand même un nouveau The Witcher, on vous rappelle. Quand tu regardes le Final Fantasy XVI, retour à la fantasy bien dure médiévale dans les thèmes, très inspiré de FF14, etc. En tout cas, vous êtes 73% à vouloir bien plus de Medieval Fantasy, donc peut-être un manque par rapport à ça. Starfield arrive, mais on sait que après The Elder Scrolls reviendra, tu vois, Suri. Est-ce que toi, ça te manque un peu plus de fantasy et moins de space opéra, moins de jeux d'aventure comme ça, épiques de super-héros? Non, je pense qu'on a encore pas mal de fantasy globalement dans la plupart des productions actuelles. Même Tiny Tina's Wonderlands, par exemple, a ramené un petit peu d'univers fantasy, bien sûr avec la patte Borderlands qui va avec, mais on a encore pas mal de fantasy dans l'industrie du jeu vidéo, et je vais rejoindre complètement Foster sur la situation. C'est pour notamment tout ce qui est Dark Souls et Elden Ring. Moi, je considère que c'est véritablement des jeux qui ont perfectionné leur mécanique au fil du temps. Et c'est une patte, la mécanique qui fonctionne, qui est l'attrait pour ce genre de jeu. Le lore, il n'est pas aussi conséquent que certains univers de fantasy, tu vois, il n'est pas aussi conséquent, il est présent, il n'y a pas de souci, mais que pour l'avenir, c'est autant ces mécaniques, elles ont été bien retravaillées, elles ont été améliorées, elles ont même été allées un peu plus loin avec le monde ouvert, mais pour la suite, c'est plus, je pense, un univers qui va réussir à maintenir cette osmose finalement au niveau des mécaniques. Et pour la fantasy, je pense que éventuellement, on a encore de la fantasy en place. On pourrait continuer à en avoir sur les Dark Souls-like, Elden Ring et compagnie, mais il va falloir réussir à innover, il va falloir réussir à être différenciant, parce que Elden Ring, autant par la nouveauté de son monde ouvert et des mécaniques Dark Souls, il a réussi à avoir de l'attrait. Maintenant, le tout, c'est que les mécaniques, elles vont commencer à avoir peu d'innovation, d'espace d'innovation. Je pense que c'est surtout sur la partie de lore que ça va pouvoir se développer.
Complètement. Alors Dark Souls, hein, c'est quand même un jeu qui commence à dater puisque le premier Demon's Souls était sorti en 2009. Donc je suppose que Dark Souls, c'est 2011, c'est ça, Dark Souls. Donc ça fait 10 ans de Dark Souls avec, on va dire, l'aboutissement un peu étant Elden Ring, même si ça n'est pas Dark Souls, hein, Elden Ring, hein, on rappelle. Fait quand même appel à beaucoup de gameplay assez similaires. À votre avis, est-ce que les joueurs sont friands encore de Souls? Est-ce qu'après Elden Ring, quelque chose peut passer, voilà, derrière? Est-ce que From Software peut sortir un jeu qui va autant plaire aux fans que Elden Ring? C'est très difficile, hein. D'ailleurs, c'est le casse-tête Breath of the Wild, hein. Breath of the Wild met tellement de temps à sortir une suite parce que comment on fait, tu vois? Mais à la différence, c'est que avec un Souls, tu sors un genre d'une niche. Là où justement Nintendo n'a pas forcément eu le faire avec un titre comme Zelda Breath of the Wild. Et là, je pense que forcément, on sait toujours, si un Souls sort, les fans, la hardcore fanbase même, je devrais dire, des Souls seront toujours au rendez-vous. Ce sont des fidèles, ils vont y être, ils vont aller speedrun le truc, ils vont attenter en no-hit, ils vont tout faire. Genre, c'est leur, tu vois, c'est vraiment leur truc. Sauf qu'aujourd'hui, désormais, avec Elden Ring, alors certes, il y a eu beaucoup de ventes, beaucoup de personnes qui n'ont pas terminé le jeu, beaucoup de personnes qui ont été amenées à tester, Il y en a expérimenter. plein qui ont découvert un Qui ont genre. expérimenté, Ouais. voilà, qui ont découvert, qui ont expérimenté. Il y en a plein qui ont fait leur premier Soul, justement, avec Elden De Ring. ouf, Et c'est sûr. il y a une partie, évidemment, qui a lâché, qui n'a pas accroché, mais il y a une énorme partie, elle aussi, qui a pris un plaisir incroyable, en mode « Attends, je viens de découvrir une nouvelle manière de jeu, le Die and Retry, je kiffe sa mère, et j'y retourne. » Donc forcément, tu sais très bien que si demain, ça ressort, ça va toujours mieux fonctionner que ce que les Souls ont potentiellement pu Ouais. faire jusque-là, puisqu'on parlait d'une niche. On était vraiment... ouais, mais c'est Vraiment sur super une intelligent ce que tu dis. J'avoue, j'avais pas pensé ça comme ça en vrai. Je pensais que moi, c'est toujours le corps de fan qui resterait là, mais c'est vrai que peut-être d'autres personnes vont aller s'y intéresser Et justement d'autant parce plus que si c'est un tu Souls. viens les marier avec des grands noms, des auteurs, tu vois, là on a eu Ça. forcément R.R. Martin, mais là si tu arrives avec du Sanderson derrière, encore une fois c'est une plus-value parce que tu vas t'attendre à quelque chose de très riche, que ce soit à la fois visuellement, mais que ce soit aussi un petit peu dans la transmission, dans les détails, dans les indices. Moi à mon avis c'est carton plein assuré, et ceux qui sont chez From Software mais qui bossent sur des Souls, ils peuvent y aller maintenant. Mais c'est assez intéressant. Comet Café, hein, dans le chat, nous dit je le vois avec le JDR papier. C'est vrai que je voulais en tirer aussi deux mots du JDR papier, de plus en plus populaire aussi sur Twitch. Mais quasiment tous les JDR papier ou les JDR sur Twitch qui sont mis en place sont des JDR dans des univers médiéval, fantasy. On va jouer. Je vais pas dire qu'on va jouer à Donjons et Dragons parce qu'on joue à, Oui, est-ce que on justement joue à le Game of Thrones, médiéval... tu vois. Mais quand même, c'est dans un univers de KPDP. Mais j'ai une question, moi, de sur dragons et de le côté donjons. fantasy. Est-ce que la fantasy doit toujours obligatoirement être Médiéval, liée au pas du tout. Mais médiéval? non, Ouais. non. non, Et alors, pourquoi, non, pas du tout. pourquoi on le fait quasiment tout le temps, en fait? Bah après, Mhm. t'as la SF Fantasy, ça existe aussi, hein, tu vois. Je pense que c'est peut-être une volonté d'avoir quelque chose de très différent de la réalité actuelle. Parce que, tu sais, moi, c'est une interprétation, Ouais. mais tu sais, l'aspect psychologique de je vais jouer aux jeux vidéo pour sortir un petit peu de ma vie IRL, et peut-être d'avoir quelque chose qui soit complètement irréel, qui ne soit pas du tout, enfin, qui soit mis dans une autre époque totale, qui soit vraiment en contradiction totale. C'est là où tu peux le plus t'épanouir et d'avoir moins de ressorts qui Donc c'est peuvent te la rappeler à la réalité. temporalité, en gros, la plus Je logique, pense. quoi. Ok. Et puis aussi, c'est, je pense, qu'il y a de plus facile à faire, tu vois. On connaît, on a de quoi s'appuyer pour pouvoir construire et faire des choses qui sont tangibles. Ouais, mais justement, alors que quand dans tu le sais que futur, tu as c'est une beaucoup plus dur, tu vois. surexploitation d'assets, est-ce que forcément c'est une bonne idée, quoi? Au final, ce qui est intéressant, c'est la fantasy, tu vois, plus que Ouais. véritablement, je pense, ce qui vient avant, que ce soit SF ou médiéval, genre, tu veux un défouloir, quoi. Ouais, complètement. Pour tout ce qui est des Souls à proprement parler, aujourd'hui sort Bloodborne 2, d'accord, réclamé par beaucoup de personnes. Voilà, le jeu que j'ai. Sort Bloodborne 2. Et le jeu n'est finalement que Bloodborne. Enfin, il est à Bloodborne 1 ce que eh bien Dark Souls 2 est à Dark Souls 1. Vous voyez? Donc, pas de monde ouvert. On reste sur des maps un peu similaires avec un autre univers, des autres boss, etc. etc. C'est toujours From qui développe. Et le jeu arrive après Elden Ring. Vous pensez que Bloodborne 2, tel qu'il est, c'est-à-dire avec l'ancienne méthode de faire des Souls, peut fonctionner aussi bien qu'un Elden Ring, Suri? Je pense que ça peut fonctionner, mais ce sera
probablement quelque chose de moindre. Dans le sens où Elden Ring, ils sont arrivés, ils ont amené George R. R. Martin, ils ont amené des mécaniques de monde ouvert, quelque chose qui était plutôt axé sur le grand public, quelque part d'avoir quand même une facilité, dans le sens où tu vas vers un boss, t'es pas bloqué comme un Dark Souls, tu vas aller voir un autre boss si tu n'y arrives pas, etc. Tu vas passer à d'autres trucs. Et George R. R. Martin, c'était aussi une voie d'accès vers le Game of Thrones qui est connu par énormément de monde et qui a dépassé le stade d'une niche. Et forcément, c'est des choses qui appellent au grand public. Là, Bloodborne 2, si on revient à la sauce Dark Souls, moi je pense que oui, on aura donc la communauté hardcore qui va venir et qui aura pas de soucis. Que éventuellement, à la suite d'Elden Ring, il y aura tout ce grand public qui va se dire ah bah tiens, un nouveau jeu comme ça, j'ai bien aimé Elden Ring, je vais le tester, mais qui aura peut-être l'absence finalement de ces mécaniques grand public pourrait essouffler le truc sur le long terme parce qu'il y aura plus cette accessibilité. Pour toi, Foster, un Bloodborne 2 qui reprend les mécaniques du 1 sans open world serait un succès quoi qu'il arrive maintenant. Bah, succès, oui, succès commercial, peut-être pas, tu vois. Le truc, c'est que de toute façon, depuis Demon's Souls, c'est des shaders qui sont balancés de From Software. Bon, après, je suis complètement vendu de chez FromSoft, faut pas non plus. Après, Demon's Souls n'a pas non plus très bien marché. Ouais, non, mais il a des mécaniques qui sont très vieilles en vérité sur certains aspects. Il sort sur une machine de sortie, c'était compliqué, quoi, on va dire. On est d'accord. Mais dans l'idée, c'est toujours, de toute façon, tu l'as très bien dit, jeux de niche, etc., mais des jeux qui sont très bons. Et le truc, en fait, c'est qu'il y a un point que je trouve intéressant, c'est que dans la façon dont est construit les Souls, il y a toujours eu cette possibilité de prendre le jeu par le bout que tu veux, en fait. Toujours eu cette possibilité. Je prends par exemple Dark Souls 1, tu commences, t'as 3 chemins qui s'ouvrent à toi, tu choisis, tu vois. Il y en a un, tu te fais immédiatement casser la gueule par des squelettes, tu te fais, bon, c'est peut-être pas le bon chemin. Et t'entends un autre, tu vois, et tu dis, ça passe mieux. Mais au final, si tu veux aller par les squelettes, tu peux aller par les squelettes. Ouais. Et en fait, du coup, le truc, c'est que Elden Ring a rendu beaucoup plus tangible, en effet, ses mécaniques de liberté et ses possibilités de. Derrière, on a quand même des level design qui sont absolument fantastiques chez les Souls et à bien des égards. Donc, en fait, si t'as aimé parfois ces différents éléments très alambiqués dans Elden Ring, tu vas pouvoir les retrouver chez les Bloodborne. Elden Ring va être beaucoup plus horizontal dû à sa map, etc. Et évidemment, les Souls et Born beaucoup plus verticaux dans certaines de leurs constructions, donc peut-être un peu plus dur à se mettre en place d'un point de vue exploration pour le grand public. Ah, tu te perds plus. Hein. Tu te perds plus, mais peut-être qu'en effet, avec ces premiers pas dans Elden Ring et cette curiosité, on t'a tenu par la main, ok c'est cool, t'as tenté, maintenant tu peux retirer les protections, les brassards pour aller vraiment te mettre dans le grand bain. C'est fort possible que les gens s'y essayent, tentent et se laissent moins rebuter en effet par différentes problématiques qui au final dont le jeu apportait déjà quelques solutions. Alors évidemment, on ne sous-entend absolument pas que certains de ces jeux pourraient être ne serait-ce que moyens, que ce soit Bloodborne, soit les Dark Souls, que ce soit Elden Ring, ce sont tous des excellents jeux, mais force est de constater qu'il y en a qui ont mieux fonctionné que d'autres. On essaye évidemment de comprendre peut-être un peu pourquoi. Rework Twitch nous fait la remarque dans le chat. Clairement, j'adore me taper 200 fois un boss, il n'y a absolument pas de problème, mais me retaper les 72 yinches avant parce que le Bonfire, il est trop loin, plus jamais ça. C'est vrai qu'Elden Ring retire ça, le Bonfire, il est juste devant le boss, tu meurs dans le boss, tu recommences à ton boss et tu refais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez prêt à vous retaper les 2 minutes de marche de randonnée pour aller récupérer vos âmes et retenter le boss? Est-ce qu'on est dans ce genre de mécanique-là, tu vois? En fait, le truc, c'était déjà des choses qui étaient plus ou moins mises en place dans Dark Souls 3 à bien des égards. Là, ce qu'ils ont surtout rajouté, ce qui est intéressant, c'est plus des micro-points de checkpoint, on va dire. Ouais. En fait, tu meurs et tu choisis de réapparaître là, C'est ça. grosso modo. C'est pas vraiment, C'était c'est dans pas le vraiment du 4 Bonfire. aussi, si je dis. Le 4 n'existe pas. Je sais pas trop de quoi tu parles. Le 4 de quoi? Dark Souls? Non, attends, je suis en train de. Ouais, non, mais si, c'était dans le 3, mais. Loxdin, pas de- dis-moi. non, mais en plus, c'était dans le 3. Mais oui, non, mais c'est moi, en fait, je me suis. Mais il n'y a pas perdue. d'embrouille. Mais en fait, j'étais dans Y a pas mon. d'embrouille. J'étais dans mon. Non, mais j'étais. Dans ma tête, j'étais dans le dernier. J'ai dit, mais ça y était aussi, non? C'est tout, hein. Désolé, ça sert à rien. C'est pas grave, Lox, hein, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Mais ouais, certains disent souvent pour aller retaper le boss, si tu tapes tous les ennemis qu'il y a justement sur ta route pour grind C'est un peu horrible. l'XP avant de récupérer, Horrible. c'est souvent 10, 20 minutes pour aller revoir le boss. C'est comme ça que Dark Souls était un peu pensé. C'était peut-être dans Mais c'est vrai d'avoir retiré ça. Moi, je pense que ça donne
Je dirais pas que c'est pas plus facile, parce que les boss sont pas plus faciles dans Elden Ring. C'est juste que c'est plus fluide. Tu vois, c'est comme si je te disais aujourd'hui, tu veux retourner dans un Pokémon où ton nombre d'objets dans tes boîtes ils sont limités, où tu es obligé de repasser au centre Pokémon pour vider tes poches parce que t'as pas assez de grosses poches pour tout emporter. Personne ne veut plus jamais un retour à ça. C'est comme si dans Monster Hunter, tu vois, tu ne pouvais pas envoyer tous tes objets directement au coffre et tu devais le faire un par un comme ça au fur et à mesure, comme c'est le cas dans les vieux Monster Hunter. Il y a des trucs, ergonomiquement c'est mieux. D'un point de vue game design, je trouve que ça marche mieux. C'est dur quand même de retourner en arrière après ça. Et c'est pour ça que je me dis, bah, si tu mets ce type de truc dans un... Ne serait-ce que tu le mets dans Bloodborne. Bloodborne, tu as la sauvegarde juste avant le boss. Le jeu est quand même vachement plus facile. Et est-ce que ça casse pas un peu le délire? Si, voilà. Justement. Je pense que ceux qu'on évoquait au début, hein, la vraie fanbase de la première heure, tu leur fais ça aujourd'hui, mais t'as tué leur licence. Vraiment. Mais ils vont en vouloir. Déjà, Elden Ring, ça crie un peu. Hein. Oui, mais c'est Elden Ring, tu vois, genre là, on te sortait une nouvelle IP. Maintenant, tu saccages un Bloodborne, tu saccages un Souls, mais voilà, un Dark Souls ou autre. Faut pas trop pousser, tu vois, genre, t'as vraiment le Sekiro qui fait du Sekiro, le Bloodborne qui va te faire du Bloodborne, etc., etc. Et je pense qu'il faut peut-être pas... Alors, c'est super hein, de voir un jeu qu'on considérait comme étant niche sortir, justement, et devenir un peu plus populaire. Maintenant, il faut faire attention aussi parce que y a quand même des attentes, il y a quand même des gens qui sont là. Et c'est aussi ce qui a fait le charme et le caractère de ce genre. Donc, si maintenant tu dénatures complètement ça, il te reste quoi? Vas-y, fais juste un open world et puis c'est tout. C'est un entre-deux. Pour terminer, Suri. Ouais, moi je trouve que c'est un entre-deux, tu vois, dans le sens où, oui, tu vas avoir cette chose plus accessible qui va t'être proposée, mais c'est un mal pour un bien. Pour les puristes, ils vont dire ah non, c'est chiant parce que sinon ça enlève la difficulté. Mais t'as les nouveaux qui vont arriver, qui vont dire bon, c'est pas mal. Et en vrai, même si c'est dur, quelque part, c'est aussi faire l'entre-deux pour démocratiser un peu plus le genre, sortir de la niche, mais aussi avoir cette idée que au moins tu connais la difficulté. Tu mets une certaine pression sur le fait de mourir, donc tu mets la pression que tu veux sur ton jeu, mais tu le rends un tout petit peu plus accessible. On verra Foster pour finir peut-être. Mais on les Ah bon. emmerde. Voilà. Non, je suis désolé, moi les pro players, là, les mecs qui restent dans leur cave à juste dire c'est comme ça qu'on doit jouer aux jeux vidéo, pas autrement, ça m'énerve. C'est de la quality of life, c'est très bien. Je veux dire, si t'as pas envie d'avoir cette quality of life, tu fais est-ce que vous voulez réapparaître ici au Bonfire? Je reviens au Bonfire. fais non. Et voilà, t'as ton expérience de hardcore, mais merde, au bout d'un moment, la quality Fous-nous of la life, c'est paix. très bien. Laissez les gens dans leur mode easy. Merci Foster, évidemment, nous prendrons en compte ces revendications pour la suite. The Initiative dans la tourmente, hein, vous le savez, le studio fondé avec plusieurs pontes du jeu vidéo sous le coup de Microsoft est censé développer le prochain jeu Perfect Dark. Hein. Johanna Dark est censé revenir quand même sur la machine de chez Xbox. Seulement voilà, on vous en parle depuis plusieurs mois, plus d'une trentaine de départs dans le studio. Un développement qui patauge lui aussi. Carnby s'est intéressé un peu plus sur ce qui s'est passé dans le studio Initiative, montrant plusieurs choses. Déjà, que Crystal Dynamics était arrivé dans le projet pour aider justement le studio Initiative, qui évidemment l'a probablement très mal pris, puisqu'ils étaient censés créer un studio un peu New Age, avec des méthodes de travail plus modernes, différentes, pour créer des fameux jeux triple A, quadruple A, bon, mettez le nombre de A que vous voulez, au bout d'un moment, je n'en mettrai pas plus que 3, j'en peux plus. Et bien voilà, des départs en succession, visiblement des méthodes de travail qui ne convenaient pas à beaucoup de monde dans le studio, et un studio qui a du mal à accoucher d'un jeu, qui est obligé de se faire aider maintenant par des grandes pontes du jeu vidéo, comme Crystal Dynamics justement. Ça n'a pas plu en interne. Par-dessus ça, Microsoft laisse totalement faire. Le jeu, après cette annonce et ce fameux trailer de retour, est aussi totalement attendu. Microsoft ne semble pas intervenir dans le développement. Il a laissé ses initiatives mettre en place ses nouvelles méthodes de travail. Il a laissé ses initiatives se foirer. Voilà, il a mis un peu Crystal Dynamics pour aller les aider. Mais globalement, il y a des départs, il y a du turnover, il y a beaucoup de demandes de recrutement dans le studio. Et derrière, j'ai pas l'impression que Microsoft n'en ait quoi que ce soit à réellement carrer. La question, je vous le pose, est-ce que Microsoft a été un peu trop laxiste avec le studio Initiative? Est-ce qu'ils auraient dû mettre un peu plus d'œil sur le projet Perfect Dark pour... Alors,
on l'espère, ne pas voir disparaître ce projet, parce qu'il faut quand même qu'il arrive au bout pour connaître la renaissance de la licence LOX. Bah, effectivement, on est en droit de se poser la question, mais alors en même temps, on fait face à une double problématique. C'est à chaque fois qu'on a un rachat de Microsoft sur un studio, on entend dire de la part du studio, oui, mais est-ce qu'on va garder un peu notre indépendance? Est-ce que Microsoft aura totalement la main mise sur nous? Et est-ce qu'on sera encore des individus avec notre propre libre arbitre? Ça, c'est les premières questions Oui. qui arrivent. Bah après, dans le fondement de ces initiatives, c'était quand même le deal fondé avec Microsoft Mais- derrière, machin. Il a et- toujours été question d'être aidé par d'autres studios. Donc voilà, pourquoi est-ce que des gens s'en vont quand on vient les aider, tu vois aussi? Ils sont pas contents, visiblement. Tu n'es pas pour les méthodes New Age de travail LOX? C'est-à-dire C'est que- pas travailler dans un open space où tout le monde se voit, on partage les idées, Ah fait transférer le flux d'informations, la créativité. Ah. Tout le monde à la même échelle. Il On est n'y a sur aucun LinkedIn, là. patron dans notre entreprise. Nous sommes tous des directeurs créatifs Tu veux dire- émergents. Tu veux dire travailler tel des amateurs, sans aucune directive, aucun Et patronat, ça ni marche super manager. bien pour Dead Cell, d'accord? Ça marche bien. Non, c'est forcément c'est plein de questions, mais c'est vrai qu'évidemment tu te dis aussi au bout d'un moment comment Microsoft doit pouvoir réussir à veiller sur la totalité et l'intégralité des studios vu le nombre d'acquisitions qu'ils ont pu faire au cours de ces dernières années. Donc justement, on doit se poser la question de quelle est la limite? Jusqu'où justement un studio doit veiller? Est-ce que justement il y a des points de bascule comme ça cruciaux dans le développement d'un jeu dans lequel Microsoft a pour rôle de s'interférer et de vérifier aussi au passage si tout va bien, avec des petits bilans annuels par équipe, voilà, justement comprendre le mal-être de ses salariés, essayer de comprendre aussi les raisons de ces fuites, parce que évidemment c'est jamais un indicateur, un bel indicateur en tout cas quand tu vois des salariés qui s'en vont pendant une procédure, pendant un process, pendant le développement d'un jeu. C'est pas fou. Après, moi, j'estime que oui, ça serait peut-être rassurant, et même rassurant pour les futurs studios qui potentiellement seront acquis par Microsoft. Parce que tu as envie de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si demain j'ai peur de ne plus avoir la liberté qu'on a en tant qu'indé, par exemple, et que Microsoft met la main sur nous, est-ce que ça veut dire que, par exemple, si on a des problèmes actuels, ils seront reportés à l'avenir? Parce que même avec ou pas un rachat de Microsoft, finalement, ça va rien changer. Et on en reviendra tout à l'heure dans les brefs, puisqu'on verra que c'est encore un peu le cas avec d'autres studios d'ailleurs. Ouais, on rappelle actuellement 50 employés chez le Studios Initiative. Il y en avait plus de 70 il y a encore un an. Donc, on va dire, beaucoup de transferts de talents justement ici. Aidé par Crystal Dynamics, je rappelle, qui a pondu comme dernier jeu, si je dis pas de bêtises, Marvel's Avengers, d'accord, mais qui ont une expérience de jeu solo quand même assez grande. C'est un bon signe pour le projet, Foster? En fait, ouais, toute l'aide requise est toujours un bon signe. En fait, moi, la question que j'ai surtout, c'est quoi Perfect Dark aujourd'hui? Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça la grosse problématique qu'ils ont, c'est que Perfect Dark, ça a été une tuerie à l'époque quand c'est sorti, évidemment, Nintendo 64, quand ça reprenait justement le moteur de GoldenEye. Après, ça s'est immédiatement cassé la gueule dès la deuxième sortie, je crois que c'était sur 360, si je dis pas de conneries, toujours pas rare. Et je crois que là, du coup, on essaie de faire revivre cette série, mais en fait, aujourd'hui, un FPS type agent secret, c'est quoi? Ça n'existe plus, enfin je crois pas, tu vois, qu'il y ait vraiment des gros exemples aujourd'hui qui soient sortis. T'as ou le maxi des fouloirs, ou alors si tu veux commencer à rentrer dans l'infiltration, t'es plus sur du TPS, un peu moins sur du FPS. Ouais. Perfect Dark, ça a jamais été vraiment que de l'infiltration non plus. Donc en fait aujourd'hui c'est qu'est-ce que Perfect Dark et comment t'arrives à faire un FPS qui reprend des mécaniques FPS basiques très vieillottes, mais en les adaptant, comment tu donnes une âme à ton jeu. Et en fait, je pense qu'il est là le problème, c'est ok, on veut faire remonter la Non, mais licence c'est et je ça. pense que c'est Mais ils Microsoft savent qui pas fait. forcément, Mais qu'est-ce qu'on en fait, potentiellement. en fait Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Super, on a fait un trailer, mais Johanna Dark, elle va rester en 3D là-dessus avec ses cheveux roux qui flottent au vent, on verra jamais rien. Ah, l'idée de vouloir mettre, à mon avis, justement une expérience de jeu solo. Pour moi, tel que je voyais le projet d'initiative, c'était de faire en sorte que Johanna Dark revienne avec un jeu qui soit le jeu Sony de Microsoft, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un jeu solo, narratif, avec une grande map à explorer, avec une grande dimension cinématographique à l'intérieur. Et c'est pas pour rien que le directeur des initiatives, il me semble, Darrell Gallagher, il a travaillé sur les reboots de Tomb Raider, enfin des jeux qui sont solo, très narratifs, Ah oui, on a déjà fait, etc. Donc, tu vois, c'est un mec qui justement travaillait sur ce genre de jeu comme ça. Je pense que c'est vers là qu'il voulait aller dans le projet.
Et peut-être a-t-il une vision du projet, d'ailleurs trop son projet, hein, puisque c'est, d'après ce qui se raconte au sein du studio, souvent ces directions bloquantes et ces décisions bloquantes qui font que les gens n'ont pas envie de continuer. Tu fais, bon, ok, tu as ta vision du projet, donc on doit faire exactement comme tu dis, tu ne nous écoutes pas vraiment. Bah écoute, à quoi ça sert qu'on rejoigne ton studio, autant aller faire autre chose. C'est incroyable, je le disais, Suri, Hideo Kojima, c'est quand même quelqu'un avec une personnalité assez importante. Il fonde son studio, Kojima Prod, et Death Stranding, il sort 5 ans après. Hein. Donc c'est quand même, je veux dire, assez prodigieux. Les gens qui ont accompagné Hideo Kojima, ils se heurtent aussi à la vision de l'artiste, tu vois. Et pourtant, avec Kojima, ça fonctionne. Avec, Gallagher, ça ne fonctionne pas. Quelle est la véritable différence, à ton avis, entre ces deux studios et ces deux façons de travailler? Parce que je dirais qu'il y en a un qui s'appelle Kojima Productions et l'autre il s'appelle The Initiative et pas Oui, Gallagher Initiative. bah écoute, justement, il a peut-être un boulard un peu moins surdimensionné normalement. Hein. Oui, mais disons que c'est peut-être pas lui qui a créé tout le projet de A à Z et qui a amené un petit peu son nom carrément un peu partout et qui est la star du truc. Tu vois. Gallagher, je pense pas qu'il soit connu par 50 millions de personnes comme un Kojima qui, lui, est un peu plus grand public tout de même. C'est connu, bien sûr, Gallagher, il est connu par les personnes qui sont fans des Perfect Dark et compagnie, ça n'a pas de souci. Après, moi, je pense qu'il y a aussi un truc à voir, c'est que Microsoft, oui, rachète beaucoup de studios. Tu vois, oui. Ils rachètent beaucoup de studios, mais ils ne peuvent pas forcément mettre le nez dans tous les problèmes de management de chacun d'entre eux. Alors oui, quand il y a une merde comme celle-ci, bon, là, il est temps de faire quelque chose. Mais derrière, c'est soit ils font pas et ils ont la pression et tout le monde gueule sur Microsoft, etc. Soit ils font et tout le monde dit ah bah non, la liberté créatrice, etc. Donc à un moment, la position est compliquée. C'est quelqu'un qui l'a dit dans le chat et justement je suis d'accord avec lui, c'est la position elle est toujours compliquée pour une société mère et je pense que c'est aussi avant tout les entreprises en elles-mêmes qui doivent gérer aussi ce problème de management. Tu vois. On a tous des problèmes avec ces rachats de studios. On sait à quel point Microsoft a eu du mal à faire redécoller Rare, tu vois, après son absorption. Visiblement, ça a l'air de bien se passer pour Bethesda. On va voir les projets qu'ils vont sortir pour le moment. Là, pour The Initiative, ça se passe pas très bien. Du côté de Sony, on sait très bien que les Japan Studios et autres sont en train, eux aussi, d'être kill et mis sous le placard. Les anciennes grandes pontes de Sony ont soit été placardisées, soit beaucoup de renouvellement on fait à la japonaise. Mais à côté de ça, les studios qui ont survécu un peu à tout ça rentrent dans une dynamique PlayStation Studio qui sert à tout le monde et qui permet de voir quand même des projets tels que Ghost of Tsushima, tu vois, arriver, des nouvelles licences porteuses quand même et de grande qualité pour des studios qui étaient avant mineurs. Regardez Sucker Punch, c'est pas un studio mineur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que jamais Sucker Punch n'avait fait un jeu de la dimension de Ghost of Tsushima. Et sans le label PlayStation Studio derrière, ça aurait été quand même un peu compliqué aussi. On peut reprendre l'exemple de Returnal et du studio derrière Returnal. Avant, c'était les mecs qui faisaient Resogun, hein, tu vois, donc des petits shoot'em up, excusez-moi, mais un peu tout pourri. Ils pondent Returnal, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment, on sent que là, Sony a fait du bien à ces studios-là. Bon, il y a plein de studios qui sont morts pour ça, mais il est temps que Microsoft fasse aussi du bien à ces gros studios. Tu citais Kojima, ils arrivent, ils font un studio, ça sort. Là, tu parles de Sony, ils rachètent un studio, ça sort. En fait, il y a un point, je trouve, qui se retrouve, c'est que Japon, quoi. Ouais. En fait, c'est que Japon, hiérarchie à la japonaise, fonctionnement à la japonaise, et en effet, ouais, ça fonctionne, ça file droit. La hiérarchie, c'est quelque chose qui est très mise en avant au Japon, à l'inverse, justement. Et est-ce que c'est pas ça, justement, l'espèce de contre-coup? C'est exactement ce que tu disais avec la position qui était difficile avec Xbox. On reviendra dessus peut-être un peu, on en reparlera avec l'exemple de tout à l'heure. Mais en effet, ce côté où on ne sait pas où se positionner pour gérer les nouvelles boîtes qu'on intègre, surtout que maintenant, on a justement scandale sur scandale sur scandale à cause, justement, des têtes et de la hiérarchie qu'on fait énormément de mal aux développeurs. Tout ça, c'est véritablement côté américain, beaucoup moins côté japonais. Et en fait, tu as véritablement un choc culturel, une grande différence culturelle. Je dis pas que l'un est bien, l'un est mal, au contraire, mais je pense qu'il y a une position qui est très délicate côté américain pour arriver justement à bien se positionner après et arriver à prendre le contrôle dessus. Est-ce que justement, il n'y a pas un côté dans la hiérarchie à la japonaise où on peut s'en inspirer pour faire prospérer et pour gérer, manager les autres studios qu'on a derrière?
il y a peut-être une espèce Faut d'entre-deux voir, à trouver. Pour la c'est- première fois, on pourrait il y a peut-être s'inspirer de ce que font les Japs dans le. Droit du travail au Japon, Management. c'est. Alors, ouais, pas le même. comment dire, je vais C'est pas intervenir. le même non plus, hein, tu vois, mais- Alors, C'était pas ce que je disais. Il y a aussi bien beaucoup sûr. de Mais oui, je sais que Japonais c'est pas, qui je sais que c'est pas On est tout ce que- d'accord. c'est pas Non, ce que tu disais. Tout ouais. n'est pas tout blanc. loin. t'inquiète. Non, mais en plus, on le sait. On le rétablit juste au Mais cas n'empêche, où. t'as raison, hein, tu vois, le seul projet qui patauge actuellement, un des vrais projets qui patauge chez Nintendo, bah, c'est le projet de Metroid Prime. Et Metroid Prime, c'est Retro Studio qui est justement derrière, aidé par énormément de mecs qui ont bossé sur des FPS à succès, des Call of Duty, des Titanfall, etc., qui ont rejoint le projet. Donc c'est des grandes équipes de développement américaines et qui ont eh bien aujourd'hui un peu de mal à structurer leur jeu et à sortir un Metroid Prime 4 qui lui aussi patauge. On va parler un peu de Kirby puisque nous avons les chiffres de vente de Kirby et le monde oublié. On en parlera plus en détail dans les Amiibo, mais c'est quand même assez phénoménal, hein. Kirby a en 3 jours écoulé 380 000 exemplaires au Japon, ce qui signifie ni plus ni moins que c'est le deuxième jeu le plus vendu de l'année au Japon sur la fenêtre de sortie. Le premier étant Pokémon Legends Arceus. Il surpasse Elden Ring, tenez-vous bien quand même, dans les ventes de jeux. Dans le monde, le jeu se serait écoulé actuellement à plus de 2 millions de ventes. Il faudra attendre le 9 mai prochain pour avoir le chiffre exact de vente de jeux Kirby, évidemment, et le bilan financier Nintendo. C'est d'ores et déjà le plus gros succès d'un jeu sous licence Kirby de tous les temps. Je rappelle que le top du top des jeux Kirby, c'est Kirby Dream Land Game Boy, et ce jeu s'est écoulé à 5,2 millions d'exemplaires. Donc autant dire que là, pour atteindre les 5,2 millions d'exemplaires, dans quelques mois, c'est fait, c'est explosé, c'est tapé. Et la question que je me pose, c'est qu'il y a une seule différence avec les autres jeux justement de la licence, bah, c'est que ce jeu, il est en 3D. Ah ouais. Il est en 3D et quand tu regardes bien, Mario Odyssey cartonne plus que New Super Mario Bros. Tu compares Breath of the Wild et le remake de comment Link's Awakening, pardon, qui est en 2D. Et, bah, évidemment, Breath of the Wild marche vachement mieux que l'autre. Globalement, les jeux en 3D fonctionnent mieux que les jeux en 2D. Même aujourd'hui, pour Nintendo, y a-t-il encore de la place pour des jeux en 2 dimensions chez les grands éditeurs, j'entends, parce qu'évidemment, l'indé met toujours en avant aussi le jeu en 2D. Il y a des jeux merveilleux qui fonctionnent chez les indés, mais chez les gros, est-ce qu'il y en a encore qui produisent de la 3D? Et surtout, est-ce que Kirby peut retourner en 2D après ce succès? Enfin, le message, il est clair. On veut plus de la 2D. Moi, je veux une liberté de mouvement chez Kirby, quoi, Lox. Non, mais ouais, clairement, j'allais dire, bah finalement, je pense que ça dépendra avant tout de la licence. Et attention, non pas que Kirby soit une trop mauvaise licence pour vous proposer désormais de la 2D, mais déjà qu'il y en a qui pleurent parce qu'à Nintendo Switch, ça fait pas assez, fait pas de la 4K ray tracing là. Donc j'arrive à entendre en tout cas que les gens soient heureux et s'amusent tout particulièrement avec une licence de ce type en 3D. Comme tu l'as dit, en fait, quand tu peux observer le succès d'autres grandes licences justement qui proposaient ce type de gameplay en 3D, tu peux te douter que c'est potentiellement le chemin à suivre pour l'avenir de ta licence, particulièrement pour les plus jeunes qui ne connaissaient peut-être pas Kirby plus que ça. Donc ouais, je ne vois pas. Je pense que les Kirby jeunes, revenir en les 2D. jeunes, ils veulent pas trop de jeux en 2D. C'est un truc de vieux. C'est ça que tu sous-entends? Non. C'est ça que tu dis là. Non, mais je vais au fond de ta réflexion, au fond de Bah ta pensée. écoutez, les boomers, oui, vous nous faites chier. On veut des beaux jeux. Non, mais comme je le disais, je pense que c'est peut-être potentiellement avant tout une question de licence. Ne fais pas du 3D avec Tetris en fait. Mais Ils ont forcément. essayé. Ouais, c'est vrai, mais ils ont ne fais essayé. pas. C'est pour ça que Oui, je dis bien, oui. ne faites pas du 3D J'avoue, avec il y a un des- Tetris. J'avoue, il y a des genres qui sont des genres contre-exemples absolus. Mais bon, il y a juste à regarder quand même d'un point de vue JRPG. Hein. Même les JRPG, ceux qui sont passés à la 3D fonctionnent quand même mieux Ah, puis- que ceux qui sont restés dans la 2 dimensions de C'est ça, gameplay. on le voit, l'innovation de gameplay, elle est là comment? Grâce à la 3D. Donc effectivement, maintenant, on a plus d'avantages à aller se tourner vers cette technologie-là plutôt que de retourner sur celle qu'on a déjà bien maîtrisée, bien potassée pendant longtemps. Foster, la 2D a-t-elle encore un avenir chez Nintendo? Alors, je précise que quand je parle de 2D, je parle de gameplay en 2 dimensions. C'est-à-dire un gameplay plan unique
Et globalement, pour moi, un jeu en 2D, tu vois, même s'il est modélisé en 3D, etc., le gameplay, il est plan, d'accord? Tu n'as pas de verticalité, de saut, tu n'envoles pas dans les airs, enfin, tu ne maîtrises pas ton environnement en 3D de façon totale. Smash, un jeu 2D, tu vois. Smash, c'est un jeu 2D en effet, mais la réponse, elle tient en 2 mots, c'est Metroid Dread. Metroid Dread. Oui, Metroid Dread, c'est vrai, quel succès. Le plus gros succès de la licence. Voilà, et c'est de la 2D pure et simple. Donc, Mais tu penses sincèrement que Metroid Dread va mieux fonctionner que Metroid Prime 4 quand Non. il sortira? Voilà. ça, par contre, je suis d'accord Voilà. avec toi, c'est un non. Mais en fait, la question, c'est là où la question, elle est un peu vicieuse, mon Ken. C'est est-ce que Évidemment, je suis quelqu'un de vicieux. Bienvenue dans le lunch Oui. play. La question c'est est-ce qu'il y a encore de la place pour les jeux 2D? La réponse est oui, bien évidemment. Est-ce que les jeux 3D auront pour la plupart un meilleur succès que les jeux 2D? La réponse est oui, tu vois. La réponse Mais est oui, il y d'accord. a En 3D, toujours mieux. Demain, il y a un Ori 3D qui sort. Tu penses qu'il fonctionnera mieux que le Ori en 2D? Ça dépend comment il est fait, comment Ouais. il est monté, tu vois. Par contre, parce que Ori, là, par contre, on s'attaque à quelque chose qui est très fort. Comme De dès que Metroid Prime, par exemple, Attention, est sorti, la question se posait aussi, tu vois. Est-ce que Metroid Prime va arriver véritablement à prendre le devant sur C'est clair. sur Metroid 2D? Et même rien que dans les graphismes 3D, rappelle-toi, on a souvent eu cette discussion sur KOF, King of Fighter. Le 13, c'est une beauté sans nom en termes de 2D. KOF 14, c'est de la 3D qui est dégueulasse et qui est moche. Le jeu est survendu par rapport à King of Fighter 13. Tu fais what the fuck, tu vois. Donc évidemment, quand tu commences à rentrer dans des mécaniques, lorsque c'est bien géré et c'est bien fait, je pense évidemment il y a forcément un banco gagnant là-dessus. Par contre, est-ce qu'il y a de la place pour les gros studios pour faire de la 2D? La réponse est oui, quoi qu'il arrive, parce que mine de rien, la 2D, ça reste des contraintes, et des contraintes, c'est là où tu peux faire naître une grosse créativité. Donc je pense qu'il y aura toujours de la place pour de la 2D, il y aura toujours de la place pour faire des chefs-d'œuvre en 2D. Par contre, si tu veux remplir ton compte en banque et si tu veux avoir de beaux chiffres pour tes actionnaires, tu iras peut-être plus vers de la 3D. Ah, ça, j'avoue, 72% du chat pense que le platformer 2D a encore de l'avenir. Évidemment, ils attendent tous Silksong depuis 150 ans. Suri, le platformer 2D a-t-il encore un avenir? J'entends chez les gros, évidemment, chez les gros studios, pas évidemment chez les développeurs indépendants, qui eux sont évidemment plus créatifs, j'entends. Tu joues encore des jeux 2D ou pas, Suri? Ça m'est pas arrivé récemment, mais ça peut m'arriver. Alors des gros jeux, tu sais, des gros éditeurs en 2D, non, ça m'est pas arrivé récemment. C'était plus des petites expériences 1D ou des trucs comme ça. La 2D, oui, je pense qu'elle a de l'avenir, mais j'aurais tendance à nuancer que c'est la 2,5D. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est ce fameux entre-deux entre la 2D et la 3D qui permet quand même d'avoir une 2D assez moderne. Metroid Dread avec justement ces décors qui sont utilisés avec une perspective La caméra supplémentaire. qui tourne, Voilà, la la perspective caméra dans qui les tourne décors. Ouais, et j'avoue, qui peut apporter une certaine profondeur graphique et de gameplay très intéressante. Je pense que c'est vraiment la 2,5D qui aura la part belle. La 2D, pour les gros La éditeurs, meilleure phase de gameplay que tu nous montres là. Franchement, si vous pouvez pas rêver de mettre plus le jeu en avant, merci beaucoup. Désolé. Ce jeu est extraordinaire, faites-le. Ah non, ouais, mais c'est. Voilà, tu on vois, voit les plans 3D. pour les là, gros ici. éditeurs, je pense que la 2,5D est tout à fait adaptée. Pour des pépites 1D, la 2D est encore tout à fait viable. Et c'est là où, par exemple, le pixel art ou des décors qui sont dessinés à la main au total vont être aussi intéressants. Mais là, ce ne sera pas les gros éditeurs, forcément. Putain, je me délecte de ce let's play de Metroid Dread. Merci. Alors, Ah, c'est trop. non mais vraiment, vrai bail. Si jamais tu veux mettre des démonstrations de gameplay, tape toujours le mot speedrun. Ouais, À la fin. voilà. Comme ça, tu es sûr et certain d'avoir un tueur Sama à la manette du Wow. truc. Merci Paul, on l'embrasse évidemment, il a beaucoup travaillé lui aussi sur ce lunchplay et cette nouvelle formule. En tout cas, oui, vous êtes nombreux à demander les chiffres 2D. Maintenant, il y a un jeu qui s'en sort quand même encore un peu en 2D avec plus de 10 millions de ventes sur Switch, c'est New Super Mario Bros. La version U Deluxe, lol, tu sais, le portage de la version Lol. Wii U sur Switch a fait plus de 10 millions de ventes. Là où Mario Maker, lui, a eu du mal à atteindre les 5 millions, mais Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui est un peu la quintessence, le Dark Souls finalement du jeu de plateforme 2D, eh bien lui aussi a trouvé ses ventes. Mais tu vois, on est sur du 4-5 millions en termes de chiffre de vente. Jamais on va dépasser 10 millions. Là, ce Kirby, il a un potentiel 10 millionnaire s'il est vraiment au niveau d'un Pokémon Légende Arceus, qui doit déjà les avoir dépassés. C'est quand même assez fou. Et bon, ce Kirby, on en parlera plus dans les Amis Bro, mais qu'est-ce que c'est réussi. D'ailleurs, très intéressant, c'est une des premières fois que Nintendo le fait, mais tous les développeurs ont fait des petites vidéos d'interview pour expliquer
leur choix de game design, pourquoi ils ont fait tel ou tel choix dans le jeu. Et d'ailleurs, ils expliquent que, vous savez, en 3D, la perspective, des fois, elle est un peu chiante. Du coup, on a étendu nos hitbox vers le fond de l'écran. Et si tu tournes la caméra, parfois tu vois un coup d'épée qui descend vers le sol. Imaginons t'as l'ennemi est là, le coup d'épée descend là. Ça touche. Toi tu vois de face, ouais, ça va toucher quand même l'ennemi parce qu'ils se disent bah en fait comme t'as une mauvaise vision de la perspective à cause de la caméra fixe, on a fait en sorte que les coups touchent quand même si théoriquement ils ne touchent pas parce que t'as l'impression visuellement qu'ils touchent. C'est bien, Et ça c'est plein de petits Bien trucs pensé. bien pensés, exactement, qui rendent le gameplay aussi extrêmement agréable. Le voilà, l'avenir des jeux 2D. On verra le prochain jeu 2D qui cartonne. Certains diront que Pokémon, c'est même un jeu en 1D, tellement en combat, il ne se passe rien, on est sur une ligne. Attaque. Mais il y en a d'autres. Et on verra quel jeu fera justement son expérience. Arceus qui cartonne. Arceus est beaucoup plus 3 dimensions, tu vois, que ne l'était Pokémon. Pokémon, tu sautes pas dans Pokémon, tu restes à pied, puis tu te balades dans des environnements comme ça. Arceus, tu montes dans les airs, tu explores des zones, tu peux aller vraiment dans les 3 directions différentes. Et force est de constater que le jeu cartonne, et c'est aussi peut-être pour cette liberté de mouvement. On verra. Affaire à suivre. On va passer aux sorties de la semaine avec Suri. C'est parti, jingle. Suri, qu'est-ce qui nous attend cette semaine sur nos consoles et nos PC ? Déjà, je suis très content. J'ai enfin un jingle. Mais Ça oui, fait Suri quand même. Parce que pour les petits jingles, je me souviens de l'époque avec les jingles de Maripalo ou des choses comme ça sur le récap, c'était incroyable. Alors bon, ça me fait plaisir d'avoir mon petit truc, les sorties de la semaine. Cette semaine, par contre, il y a une sortie là qui me hype beaucoup, c'est Lego Star Wars, la saga Skywalker, qui arrive enfin, et ça arrive demain sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC, la totale. Et tout simplement, c'était le jeu qui avait été révélé l'E3 2019, et c'est développé par TT Games. L'expérience Star Wars ultime, la liberté, c'est le maître mot, c'est comme ça qu'on nous le vend actuellement. Et à vrai dire, il y a pas mal de choses dans ce jeu. On va revivre l'histoire des 9 films, donc la prélogie, la trilogie, la nouvelle trilogie, la totale, avec tout ça, cette saga Skywalker. Et on va pouvoir choisir comment on la découvre. C'est-à-dire que je peux choisir sur quelle trilogie je vais commencer. Trop bien. Je vais aller faire une mission sur la nouvelle trilogie, ensuite je vais aller faire une mission plutôt sur la prélogie. Je vais faire à peu près ce que je veux. Pas de campagne particulière sur Rogue One, Solo, Boba Fett ou Mandalorian, qui sont des annexes, des spin-offs ou alors des choses qui sont venues renforcer cet univers Star Wars. Mais il y aura des DLC qui sont prévus, j'en parle juste après. On a à peu près 5 missions par film et quelques petites nouveautés parce que par exemple, il y avait l'un des membres de l'équipe de développement qui, dans le 9, se disait ils auraient pu aller plus loin sur certains éléments, donc on aura peut-être quelques petites surprises tout en restant canon. Ah ouais, c'est jusqu'au 9, c'est vraiment toute la saga. Toute la saga, les 9 films, pour le coup, la totale. Il y a plus de 800 personnages uniques, dont 300 sont jouables. Attends, mais c'est Pau qui a un dragon là ? C'est quoi cette histoire ? Et oui, il y a pas mal de choses, parce que... Il y a Attends, R2D2 R2D2, Oui. il a une job spé. Il a mis, ouais, t'as vu là? Non mais. Incroyable. C'est la totale, c'est la totale. Vaisseau, monture, il y a Tellement plus d'une fou, centaine ces de jeux. véhicules, tu peux utiliser plein de trucs. Il y a plus de 500 quêtes et activités annexes, plus des batailles spatiales aléatoires parce que tu vas te balader dans la galaxie. Il y a près de 23 planètes et des lunes incluses qui met 28 environnements au total à disposition pour être découverts. Donc les marais de Dagobah, la cantina de Tatooine ou encore le désert de Geonosis. Et il y a déjà des petits DLC qui sont prévus, forcément, mais c'est surtout inclus dans le Season Pass et l'édition Deluxe qui inclut le Season Pass notamment. On a 7 DLC au total avec des personnages historiques en plus, des packs de personnages pour The Mandalorian, Solo qui arriveront dès la sortie, d'autres à mi-avril avec Rogue One et au début mai avec The Mandalorian saison 2 et Star Wars The Bad Batch. Et tout ça, c'est vendu à 70€. On rappelle que mercredi prochain, il y aura un dossier justement sur les jeux Lego avec, il me semble, un petit test review de Lego Star Wars. C'est Reza, gros gamer, qui va d'ailleurs s'y coller. On enchaîne. On enchaîne avec MLB The Show 2022, tout simplement la licence avec le baseball américain. C'est pas forcément une discipline qui est très répandue en France, mais chez eux c'est un bordel, c'est incroyable. Nouvel opus donc dans la licence avec quelques petites améliorations. On a toujours les fameux modes MLB The Show où on va composer son équipe parfaite. On
On va rassembler nos potes pour devenir un champion en local ou en ligne, ou passer aussi la soirée avec ses potes, mais aussi gravir les échelons des ligues supérieures avec la partie Road the Show. On a également toutes les grandes franchises officielles avec les joueurs méga stars forcément alors c'est la MLB, oui. Oui, forcément. Forcément. On a La Major Baseball League, tout à fait. Major Baseball League, effectivement. Ça me fait penser à MLG, c'est pour ça. Oui, un peu pareil. Un peu pareil. Hein. On a le mode Diamond Dynasty aussi qui est refait à neuf et qui propulse notre joueur au top du top. Donc on va devoir travailler tout ça, faire améliorer ses capacités. Et on a un mode aussi Mini Seasons qui instaure chaque saison avec des petits défis en particulier, des adversaires particuliers aussi. Et bien sûr, il y a tout l'aspect création de stades, de logos, d'équipements et compagnie pour accompagner le tout. Parfait, impeccable, c'est rigolo parce que c'est le jeu PlayStation qui est sur Xbox et Switch, il me semble. Hein. C'est un jeu PlayStation Studio. Nous avons quoi ensuite? Ah, formidable, mais oui. Et oui, le retour d'un titre qui date quand même. Hein. C'est Chrono Cross. Ouais. Voilà. Chrono Cross qui revient avec la Radical Dreamers Edition et ça arrive jeudi sur PC, Switch, PS4 et One alors qu'on va perdre Lox dans l'équation. Chrono Cross qui était sorti originellement sur PlayStation en 99 au Japon et en 2000 en Amérique du Nord, mais que nous on n'a jamais eu en Europe. C'est la possibilité de jouer à cette version remasterisée, mais bien entendu, comme dans tous les remasters, tu peux activer le fil pour jouer à la version originale aussi. Oui, Ken ? Français ou pas français le jeu? C'est pas la faux. Il est en français ou il est pas en français? Non, je crois pas qu'il n'y a pas les voix françaises. Ça m'étonnerait. Il me semble, hein. Au moins les textes, tu vois. Alors, il me semble qu'il y a le texte français, mais il n'y a pas de. Si il y a le texte français, c'est déjà plus la hype que n'importe quoi là déjà. Attends, c'est quoi? Je refact-check parce que je l'avais vérifié déjà. On rappelle juste comme ça, il y a je sais plus combien de dizaines, et j'ose pas dire la centaine, mais il y a une dizaine de personnages qui sont jouables, et tous autant qu'ils sont, on peut le voir ici justement avec la case de discussion, ont leur propre accent, façon de parler. Donc la traduction, c'est un enfer. Eh ben, elle y est. Le jeu est en français, et c'est la première fois que le jeu est en français. Et franchement, rien que ça, je pense que ça peut motiver l'achat. Français, italien, allemand, espagnol. Aucune excuse, jouer. La totale. Le fait qu'il y à tout le monde. ait Chrono Cross avec des options pour accélérer le jeu, qui soit tout en français et qui ait plus 3 galettes à changer au milieu de l'aventure, tant le jeu il est gros et lourd, ça me sauce tellement. Oui, surtout que pour ceux qui connaissent pas, parce que y a des connaisseurs ici, peut-être que dans le chat ils sont en mode mais qu'est-ce qu'ils ont là, c'est quoi ce Chrono Cross? Tout simplement l'histoire de ça, c'est un titre qui est développé à la base par Square et où on incarne un jeune homme, tout simplement Serge. Hein, ça ne s'invente pas. Hein, voilà, Serge qui se retrouve malgré lui dans une réalité alternative dans laquelle il est mort depuis 10 ans. Donc il va devoir comprendre le pourquoi du comment au sein d'une gigantesque quête basée sur les thèmes des mondes parallèles et de l'Uchronie. C'est assez profond et qui avait marqué plus d'un joueur à l'époque notamment. On a aussi compris dans ce remaster une petite visual novel de 1996, Radical Dreamers, forcément le nom est éponyme, et qui a servi d'inspiration pour le début de l'histoire de Chrono Cross. Ne regardez pas ce que Paul marque ici. Absolument. Il a été direct. Mais oui, Paul nous met des messages qui sont. Non, ça n'est pas bien pour lui. Je ne vous dirai rien. Est-ce que tu veux le prix? Ouais, combien je vais devoir le payer sur Switch? 19,99 sur Switch et Steam. Alors ça. J'ai pas regardé pour les consoles, mais pour Switch et Steam, 19,99. C'est un jeu de plus d'une trentaine d'heures de jeu. En plus, le jeu, il a des ramifications, des personnages dans tous les sens. Enfin, j'attends de voir la fluidité du jeu parce que c'est vrai que sur PlayStation, le jeu, il est en 15 frames par seconde. Donc, on verra. Et puis juste, on rappelle peut-être pour les gens aussi qui connaissent pas forcément aussi, c'est que c'est la suite de Chrono Trigger en fait. Chrono Trigger vous parlera peut-être beaucoup plus. C'est l'espèce de monument qui a été le JRPG sur Super NES. C'est la suite en fait. Voilà. Et les gens qui ont travaillé sur ce jeu ont fait Baton Kaitos ensuite. Après. Voilà. Et comment ça, vous regardez un lunch play le lundi et vous connaissez pas Chrono alors que normalement il y a toujours Chrono. Oui, il y a toujours Chrono. On a la rêve bien entendu. Sortie indé.
Oui, alors juste avant, il y a 2 autres petites choses au programme si vous voulez les prendre. Il y a Godfall qui revient avec une Ultimate Edition sur PC console jeudi. Ouais, avec petite version jeu de base, extension Fire and Darkness et les packs cosmétiques de précommande aussi. Il y a le total. Et il y a aussi le petit jeu Before We Leave, un petit city builder qui était fait par Balancing Monkey Games, édité par Team 17 et qui va faire son entrée sur PS4 et PS5 de demain, tout simplement. Top. Impeccable. Niveau 1D, qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent? Notre petite sélection. Une petite sélection avec en premier un jeu qui m'avait échappé dans la sélection de la semaine dernière. Je me base souvent sur le très bon article, je vous le conseille, de JV qui fait les sorties indé de la semaine. Ouais. Et c'était Crystal Project d'Andrew William, une seule personne qui a développé un RPG non linéaire et qui va redonner encore quelques vibes de Square Enix avec ce que je vous ai déjà présenté et Chrono. Voilà, vous allez le voir. Il est dispo sur PC pour 11,59 €. Et franchement, je l'ai vu et ça, j'étais bien. Projet RPG C'est Maker bon, un c'est peu. lui. Oh Ouais. ouais, d'accord. Projet Ennemi au RPG sol, Maker, ouais. combat au tour par tour. Évidemment, Final aimé. Fantasy, j'ai la ref. Un peu de Mario Luigi aussi dans les déplacements de la. J'avoue. Et Minecraft, Et Minecraft. Camoulox. Franchement, ouais, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a bien plu. Mais Non, c'est voilà. stylé. Vu qu'il est sorti la semaine dernière, le 31, je voulais le repréciser. Également cette semaine, on a aussi Replica qui va arriver dès demain. Replica, c'est quoi? C'est un visual novel qui est sorti en 2016 et qui avait produit quand même un certain effet à sa sortie. Le principe est simple, on doit fouiller un téléphone portable. Ah. On est un petit peu à la façon d'un Emily is Away. Voilà. Cachons Non, notre- tiens, moi je m'en fous, y a rien à Bah, voilà. cacher. Ils ont Voilà. tous arrangé leur tel Ah, là. t'as vraiment rien à cacher. Mais moi j'ai toi. rien à cacher, tiens. Vraiment. Non, mais je veux pas. Je te donne mon code 2810. Oh. pas une blague, hein. Let's go. Ah là là, mais à la façon d'un Emily is Away ou un Normal Lost Phone, eh ben, on va devoir éplucher la moindre des conversations qui sont présentes sur C'est quoi ce jeu de ce téléphone, stalker? ou même des images banales. Alors, c'est pas un jeu de stalker parce que Un tu es peu. un membre du service de s'assurant de la sécurité nationale. Attends, tu parles Pour- de la DGSI à côté là? Ah, ouais. C'est À DGSI Skip, ils ont codé Simulator? un peu le jeu. C'est comme ça qu'on appelle les stalkers qui ont légalement le droit de stalker. Ah, Comment ça? Attends, quoi? Bah, Attends, j'ai les bugué. stalkers qui Ils- ont légalement le Bah, droit ils de doivent stalker. stalker parce que c'est la loi, ils cherchent justement des preuves pour incriminer les autres. Ah. Donc ils doivent s'immiscer dans la vie privée des gens, c'est des espions, tu vois. ouais, là, tu Oui, dois parce que dire- normalement, les informations que tu peux stalker sont des informations qui sont libres, tu vois. Est-ce qu'on considère ça comme du stalking? Quand du coup, tu es obligé de, entre guillemets, utiliser les identifiants d'une personne pour te connecter sur une plateforme pour avoir ces informations. Je ne sais pas, je ne lis pas italien de toute façon. Voilà, bon, c'est plutôt justifié parce que tu dois savoir si le propriétaire du téléphone est un terroriste ou pas. Donc, Sûr. bon, il y a quand même de gros enjeux, il va falloir mener l'enquête et éviter qu'il vous explose en pleine figure, forcément, toute cette histoire. Le jeu arrive cette semaine sur les consoles Xbox et avec un autre jeu du développeur qui s'appelle, enfin son pseudo c'est Somi, et il a un autre jeu qui arrive également, c'est Legal Dungeon qu'il avait développé. C'est aussi le développeur de The Wake qui était une trilogie The Guild qu'il avait développé, qui a une philosophie assez sympa de voir le jeu vidéo comme la meilleure manière de transposer ses pensées et ses histoires aux gens. Le mec, Et, le mec il taffe. Voilà, c'est du beau taf. Et si jamais vous ne le voulez pas sur Xbox ou quoi que ce soit, sur Steam, il est à 2,99. Oh, ah oui, Petit en jeu effet, rapide. c'est. Voilà. Ça se fait bien, ça se fait bien. On enchaîne nous de break. Outbreak Contagious Memories qui arrive mercredi, lui, sur toutes les plateformes. Hein. C'est Dead Drop Studio qui livre une petite dose d'horreur tout simplement à l'ancienne, Oh. avec beaucoup d'inspiration forcément sur les années 90, puisqu'on bah oui. est renvoyé dans ces classiques de l'horreur, avec Resident Evil, Silent Hill Bien et compagnie. sûr. Ah ouais, On ces y- caméras et tout. Ah ouais. C'est ça. C'est vraiment ça. Il y a de grosses inspirations et c'est totalement assumé. On y incarne Lydia qui vient de se réveiller dans un entrepôt un peu étrange, C'est la base. au même moment où il y a Ah bah, d'autres c'est survivants qui étaient en train de se dire est-ce qu'on la laisse derrière ou pas. Sympa! Paye ton début de journée. T'as le gameplay camion semi-remorque de la lenteur et tout. Ah, formidable. Voilà, ça n'a pas vocation à renouveler le genre, mais plutôt à Je sais rendre pas hommage. si c'est son arme qui a un recul de fou, mais à chaque fois qu'elle tire, elle fait comme ça, quoi, à la fin. J'aurais terminé en l'air. Après, c'est un Ah, fusil à là, c'est pompe, bien, là, c'est de- bon. Là, c'est bon. Non, mais c'est vrai que non, elle avait un genre de magnum et je sais pas quoi, je suis en mode, quoi? Elle tire, elle fait ça. Vous voyez le débat qu'on a eu sur c'est difficile de revenir en arrière après les points de sauvegarde devant les boss. Bah, quand je vois ce genre de jeu, je me dis punaise, c'est difficile de revenir à un Resident Evil où lock et tu tournes le personnage comme ça pour viser. C'est Ouais. dur hein, quand Ouais, même. c'était pas ce qu'on raffole. Faut que ce soit ton jeu de cœur.
Mais si C'est on ça. te met un autre jeu avec ce gameplay-là aujourd'hui, tu te dis, les gars, non. Bon, au moins, ils ont pensé à des trucs parce que qu'on avait Ouais, pas à parce qu'il y a l'époque. une vue à la première personne, il n'y a pas que ça. Hein, Première personne, ouais. troisième personne, tu as des caméras fixes Ouais. également, donc tu as ce qu'il faut pour essayer d'accommoder un petit peu Bien sûr, bien l'expérience. sûr, bien sûr. Et c'est un studio tout simplement qui s'occupe souvent de portage sur le moteur Unity et donc qui a développé ce nouveau Heartbreak, tout simplement. C'est pas mal fait. En tout cas, next. Et bien, ce mercredi, on aura également Split. Non, ce n'est pas la carte de Valorant, mais c'est un jeu qui a beaucoup d'inspiration. C'est complètement assumé par les développeurs. Ils disent, OK, on s'est basé sur Control, sur Tron, sur The Talos Principle, sur Portal, sur The Witness, sur Cube 2. On a fait pas mal d'inspiration là-dedans. Et ça rappelle aussi le style architectural qu'on a eu par le passé. Ah oui, je notamment vois. le style, le brutalisme, qui s'appelait comme ça, qui était populaire dans les années 70. Avec notamment le jeu Control qui y fait une sacrée référence. En gros, on est plongé dans un univers futuriste et dystopique où la technologie a profondément transformé la société, je vais y arriver. Et dans le futur, en gros, c'est des cités-états géantes qui ont émergé et elles sont séparées par des barrières indestructibles qui sont censées les protéger, c'est les splits. Et la plupart des professions ont été reprises par des machines, donc c'est la dystopie de la machine qui supplante l'homme. Et en gros, pour redonner un peu d'humanité à ce monde, il va falloir déjouer les pièges des splits en mêlant réflexe et inventivité. Donc, Mais- jeu d'aventure et de puzzle. En Formidable. vrai, c'est le cross parfait de Portal et comment il s'appelle le jeu de Devolver Phantom Abyss. Ah ouais, j'avoue. Et oui, En c'est plus, vrai. avec les silhouettes comme ça de fraîchaude dans les labyrinthes et tout, c'est exactement ça. c'est ça. Mais il a l'air pas mal, je note. En tout cas, on est sur on est sur un puzzle à la première personne. C'est très puzzle les niveaux du jeu. Quoi. Voilà, Puzzle. c'est ça l'idée. Et pour le coup, c'est. Alors attends, c'est. Ah bah, j'ai oublié de noter le nom du studio qui est derrière ça, mais pas de souci, vous pouvez de toute façon le retrouver dès mercredi. Inspiré. On enchaîne. Le temps passe très vite. Hein, mon Ça va. Fury. On va faire vite. On a Chinatown Detective Agency qui arrive le jeudi 7, tout simplement. C'est un jeu qui propose de devenir un détective privé. En gros, un jeu d'aventure façon point and click, Ok. un peu tech noir qui mélange le concept rétro et des mécaniques un peu innovantes. En gros, on incarne Amira Dharma, qui est une jeune détective. Et on va devoir résoudre une série d'enquêtes. On a une centaine d'environnements dans un futur chaotique en 2037. Et en gros, on va devoir se balader au travers de la planète, résoudre ces différentes enquêtes et éviter de se faire avoir, de partir en faillite. Parce que le temps, c'est de l'argent, tout simplement. Et on va avoir cette petite pression supplémentaire. C'est General Interactive Co. qui a déjà réalisé Terroir en 2017. C'était un petit jeu de simulation de ferme avec des tuiles, hein, c'est dans le thème. Mais voilà, c'est pour le coup un petit jeu qui arrive jeudi. Let's go. Demeo ensuite. Alors Demeo, c'est très intéressant et ça c'est un truc que j'ai conseillé, j'ai demandé à ma copine là ce matin pour se faire ça, des petites soirées JDR, parce que c'est ça. En gros, c'est un studio qui est habitué à créer des jeux en VR, Ok. en réalité augmentée, des Ok. expériences. Et en fait, ce jeu était déjà sorti, mais uniquement en VR. Et là, c'est sa version PC. Et en gros, c'est du jeu de rôle tout simplement, mais forcément beaucoup plus imagé, on va Ouais. dire. C'est une aventure coopérative sur table qui est pour 4 joueurs maximum. Et pour le coup, c'est vivre l'expérience de jeu de rôle. Alors cette fois-ci, pas en VR. Et on aura donc les classes habituelles, le chasseur, le sorcier, l'assassin, le gardien, le barde. Et on est dans l'histoire qui a déjà été mise en place par Demeo auparavant dans ses précédentes éditions. Et c'est donc le studio Resolution Games qui est basé à Stockholm qui s'occupe de ça. Et ce sont les mêmes mecs qui avaient aussi bossé sur l'expérience en réalité virtuelle Angry Birds notamment. Très bien, impeccable. Eh ben, écoute, ça a l'air chouette. C'est cool. En tout cas, ça arrive aussi pas en VR, même si en VR, ça avait l'air super, ça C'est avait l'air trop super bien en intéressant. VR, Ouais, vraiment, ouais. super intéressant. Astrodog pour terminer la marche. Oui, tout à fait. Ça sort vendredi. Bon, là, c'est un petit peu la détente, la déconnade. C'est 1 an après la sortie PC. Astro Dogs arrive sur Switch. Et pour le coup, on a un scénario assez marrant, hein, on va pas se mentir. Tout allait bien dans les galaxies jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une terrible entreprise qui s'appelle Woofer, qui contrôle tout, a décidé de se rebeller et a commencé à attaquer des planètes à travers tout le système. Non, c'est pas encore Dark Vador, mais on intègre surtout Ah oui. une équipe de chasseurs de primes freelance. C'est écrit comme ça, précisément. C'est les Astro Dogs qui
qui sont le seul espoir pour vaincre la menace. Et en gros, on va avoir de l'action et surtout du shoot 'em up, parce que ça fait partie de cette expérience. On a à peu près une dizaine de niveaux qui vont nous confronter aux différents ennemis de cette méchante corporation. L'inspiration Lilatoire, c'est là, oui. Mais ils ont fait un jeu sur les parties chiantes de Kingdom Hearts. C'est ça, exactement, c'est le vaisseau Gumi. Tout C'est à fait. incroyable ça. Et ouais, là, on ne se refuse rien. Sur le Game Pass, nous avons cette semaine. Eh ben, on a beaucoup de questions parce que pour l'instant, l'article n'a pas encore été posté par Microsoft. Donc je ne sais pas, mais j'ai apparemment quelques petits détails, en tout cas sur les jeux que je vous ai cités. Ouais. Il y a Chinatown Detective Agency qui va arriver sur le Game Pass PC et console, petit jeu indé. Il y a MLB The Show qui sera sur le Game Pass console, uniquement console, D'accord. PC. Et il y a également la bêta de Hello Neighbor 2 qui arrive en bêta le 7 avril sur PC et console. Let's go. Et côté PS Plus, on rappelle les 3 jeux du mois. Voilà, c'est Hood, Outlaws and Legends qui arrive sur PS4 et PS5. On a Slay the Spire, bien sûr, excellent jeu de cartes. Bob l'éponge aussi, Bataille pour Bikini Bottom, réhydraté sur PS4. Ah mais oui, c'est vrai, réhydraté. Le voici, formidable. Bob l'éponge, oh, je rêvais de faire ce jeu-là. Ah ouais, Slay the Spire, c'est tellement ça, tellement cool. Si vous n'avez jamais joué au jeu, let's go, tentez-le, bien entendu. Merci beaucoup Suri pour la liste des sorties. On va revenir sur le reste de l'actualité en bref avec Lox. Lox, pas mal d'actu encore non traité aujourd'hui et on va commencer avec Jim Ryan. Et oui, Jim Ryan, Jim Ryan qui s'exprime, alors qui s'exprime pas n'importe où, de vous en douter, particulièrement dans le dernier podcast PlayStation. En gros, il est revenu sur ses envies et donc il a littéralement confirmé que oui, Sony prévoit bien de nombreuses acquisitions pour l'avenir. Du coup, justement, il explique un petit peu où est-ce qu'ils en sont, un petit peu leur stratégie également. Il dit que Sony est dans une excellente position. Grosso modo, le succès critique et commercial de ses jeux lui offre en gros la possibilité d'investir massivement dans la création de contenu. Il grandit notamment grâce à leurs nombreuses acquisitions, on peut s'en douter. Ils ont quand même fait l'acquisition de 5 studios sur l'année en 2021, bien sûr. Et comme il l'a dit, je mentionne, ça nous plonge dans un cercle vertueux où le succès engendre le succès. Alors, bravo, super, bonne nouvelle. Sauf qu'il réitère d'ailleurs sur les raisons de ne pas inclure les sorties Day One dans sa nouvelle offre d'abonnement. Il affirme à travers ça justement que ça nuirait à la qualité des jeux en brisant ce fameux cercle vertueux. On a compris, il est très précieux. D'après lui d'ailleurs, ne pas adopter la stratégie type Game Pass permet à Sony d'investir du coup dans des fusions mais aussi dans des futures acquisitions. L'activité donc de fusion et d'acquisition dans l'industrie a atteint quand même, on le rappelle, les 85 milliards sur l'année 2021 et c'est pas tout puisque en 2022 on prévoit d'atteindre quand même les 150 milliards. Ouais, Ah bon ? Ouais. Sérieux ? Ouais. Attends, mais bah oui, parce qu'on te rappelle qu'il y a le rachat Activision Blizzard est compris ou pas et compris ? non, justement, Mais le pas encore rachat compris. d'Activision Blizzard, mais aussi celui de Zynga sera complet et compris justement pour cette année 2022. Oui, donc en effet, d'où les le fait que ce prévisions. chiffre C'est-à-dire que explose. là, on en a 85 milliards maintenant d'investissement Actuellement, de ça y rachat. est, pour l'année 2021 qui est terminée, on le rappelle, eh bien oui, on est quand même à 85 milliards, ce qui est énorme. C'est pas mal là. Ah, le jeu vidéo, ça se porte bien. Hein. C'est des pépettes. Ah ouais, la violence de tout ça, c'est assez fou. C'est carrément, ouais. Ça y est, carrément. Justement, je sais pas si vous l'aviez anticipé ou pas du tout, Foster, ce rachat, genre ce positionnement et cette sortie de Jim Ryan, pour toi, on le savait déjà, En vérité, oui, tu vois, c'est ce qu'il disait, cercle vertueux, littéralement. C'est que là, on a eu tout un tas de bonnes sorties de PlayStation de Sony qui sont justement sur des studios à côté. On veut prendre la main un peu sur certains studios, on veut pas forcément non plus les partager. Il y a d'autres achats, évidemment, plutôt agressifs à côté. On vient de citer Activision Blizzard, Microsoft notamment, donc je pense qu'il y a clairement de toute façon des positions à prendre. Et puis bon, bah, de l'argent se fait, des bons jeux se font, surtout. On va pas se confronter à Xbox, justement, et son Game Pass. Non. C'est ça. On a que faire, hein, finalement, d'Xbox. Et à vrai dire, ça sonne un petit peu comme une nouvelle déclaration pour entériner ce fait que on est différent de Xbox. Ok, ils ont leur Game Pass. On est différent en mode on est élitiste, dans le sens où on va sélectionner la qualité. Alors, c'est un positionnement qui est intéressant, mais tu vois, quand Xbox peut proposer aussi beaucoup de quantité, mais des petits jeux indés, etc., c'est de la qualité aussi.
PlayStation, eux, ça va être plus, bon, on va essayer d'inscrire des first party à l'appel et des gros trucs sur lesquels on va pouvoir bosser énormément, mais peut-être moins de petits jeux indés qui passent les filtres de Sony. Peut-être en quantité, ça diminuera, mais je pense pas que le postulat de Jim Ryan de dire que la qualité c'est mieux que la quantité soit bon, mais c'est plus dans l'idée de ok, nous, on est PlayStation, on est élitiste, on sélectionne la qualité. Vous en aurez peut-être moins, mais vous aurez des bons trucs. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui en a rien à foutre, il fait souvent référence au Game Pass Tout et à à fait. Microsoft, Jim Ryan. Ce qui, pour moi, témoigne plutôt d'une certaine forme de peur dans le marché et tout le temps remettre sur la table que ne pas avoir une stratégie Game Pass, ça lui permet d'investir dans des trucs de meilleure qualité, sous-entend que la stratégie Game Pass est mauvaise pour la qualité Pour des la jeux, qualité des jeux, ou oui. que il faut tellement d'argent pour que faire les deux en même temps que Sony ne peut pas se le permettre. Il y a quand même frontalement deux idées qui s'opposent et j'ai l'impression que c'est plus Microsoft qu'on a un peu rien à faire de ce que Sony est en train de faire que l'inverse. On sent quand même là où la gêne est dans le milieu du Après, jeu vidéo aujourd'hui. On va le dire aussi clairement, c'est que oui, il y a aussi une petite volonté. Bon, là, c'est vraiment le podcast PlayStation, mais très souvent, les médias viennent aussi un petit peu les entrechoquer par rapport Évidemment. au positionnement et leurs offres. Ils en parleraient pas si on lui pose pas la question. Tout à fait. Donc, je pense que c'est à force de tout le temps recevoir ce type de questionnement aussi que peut-être très naturellement dans son discours, il y revient par lui-même. Et on va rester d'ailleurs enchaîné sur la prochaine news, mais on reste du côté de chez PlayStation. Vous vous rappelez de Gex ? Oui. Gex. Gex, Trop. Gex, Non, le lézard, Gex. le Moi gecko. je disais Gex, le gecko. Bah en fait oui, c'est un lézard, donc on dit Gex. Ah, moi je dis c'est un gecko, lézard. Gex. Putain, j'ai toujours dit Gex, Gex, toute mais ma vie. beaucoup de personnes disent Gex, enfin Gex ou Gex, Je me Gex. suis fait engueuler en arrivant sur le plateau en disant Gex. Hein. Ah ouais. Mais- C'est fois pas, pas c'est pas mort sur Jaguar cette licence là définitivement. C'est mort il y a plus de 20 ans, donc oui, il me semble que c'était bien. Voilà, et bien écoutez, grande surprise puisqu'une démo inachevée a été partagée par Just Zoot sur le site Hidden Place. On y voit justement Gex Junior. Alors, qui Waouh. est Gex Junior ? On ne sait pas. D'ailleurs, la vidéo commence, on entend faire une blague Dark Vadoresque. C'est-à-dire, Luc, je suis ton père. Oui, c'est une démo qui date de janvier 2001. Donc, vous vous doutez un petit peu de cette période. Justement, il l'a fait donc, juste au début de la vidéo. Et donc là, vous le voyez, donc, se balader dans ce musée type cinéma. Sa mission, en gros, c'est d'aller récupérer des canettes. Ce à quoi il répond par un... Attendez. Ah, je voulais vous laisser le bruit parce que du coup, ça fait un... Il a roté, Ouais, voilà, un Go, 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 go. il déglutit. déglutis, tout à fait. Ah, pas De la toujours. Là, la dernière. Pas toujours, exactement. Et du coup, ça se relance en boucle et en boucle, puisqu'effectivement, il s'agissait là d'une démo. Et grosso modo, c'est une démo qui est sortie comme ça de manière totalement random et qui a amené à plein de questions. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Gex, il a un fils. Comment ça ? Gex, il a eu des rapports. Comment ça ? C'est toujours un jeu pour les enfants. Est-ce qu'on adopte... Enfin, on fait des spin-offs pour les enfants maintenant ? On va adapter des jeux avec des spin-offs. Depuis quand les enfants sont plus beaufs que leurs parents? Et comment ça, Gex Ça Junior ? pose plein de questions. Pose plein de questions en effet. C'est évidemment plein de questions où on n'a pas de réponse, vous vous en doutez. Alors j'espère que PlayStation, ou en tout cas les personnes qui étaient derrière cette démo, une démo qui se lance vraiment sans avertissement, c'est totalement random et personne ne s'y attendait qu'à un bon moment apparemment. On a continué à travailler sur cette licence avant de l'abandonner littéralement. À mort, évidemment. Gex, je sais Gex, plus. Gex. Petit ange parti trop tôt. C'est ça. Gex. exactement. On le Moi je dis Gex parce que c'est un lézard gecko. Voilà, Gex. On le regretta. Starfield. Oui, oui, Starfield. Alors, on a un leak qui vient juste d'être dévoilé. Alors, un petit leak, je vous rassure, on va pas vous spoiler ici, on n'est pas comme ça. C'est un leak, c'est juste 5 images du jeu de 2018. Ouais. Donc, ça fait déjà plus de 4 ans. Ça taffe depuis longtemps. Hein. Ça taffe dessus depuis très longtemps. On s'en doute qu'on est sur un projet de longue haleine. Et justement, c'est Xenofresh Corporation qui a partagé ça sur Reddit. Alors voilà, 5 photos. Alors comme vous pouvez le voir, évidemment, les designs ont changé. On peut voilà, tout à fait faire
faire dérouler un petit peu les diverses photos. Donc voilà, on y retrouve des vaisseaux, un peu, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais surtout ce qui me rassure, c'est que ça ne fait pas trop de mal au travail des développeurs, puisqu'évidemment, il s'agit là d'anciens concepts. Évidemment, ça a Ouais, mais tu vois, changé depuis. une fois modélisé et un peu changé, j'ai l'impression de voir des éléments qu'on a retrouvés dans la vidéo Oui, de les présentation. vaisseaux et dans la tout, vidéo de on garde présentation. les designs, bien C'est ça. sûr, tout de même. Mais c'est justement, peut se poser la question de cette vidéo de présentation. Ça date d'un projet il y a combien de temps, tu vois, pour Starfield. Les images qu'on risque de voir en août risquent d'être surprenantes, à mon avis. Ils nous ont dit, vous allez perdre la tête. Ah. Et ben on vous attend. On attend que ça. Nous, de toute façon, on n'a pas la tête sur les épaules ici. Bien. Comme certains dirigeants peut-être de studio ou pas. Parce que elle est sortie comme ça. Let's go. J'ai voulu transitionner sur la prochaine news. State of Decay, c'est ça? Exactement. On en apprend et on n'en apprend pas de bonnes nouvelles. Justement, suite à une enquête de Kotaku qui nous fait apprendre que l'ambiance du studio laisserait largement à désirer chez Undead Labs. Apparemment, tout s'est dégradé depuis le rachat de Microsoft, c'est-à-dire après State of Decay 2, le 2, vous le savez, on a quand même une douzaine d'employés et d'anciens employés, c'est très important de remettre le mot sur d'anciens employés aussi, qui ont témoigné. Alors d'abord, comme on pouvait le mentionner au début de l'émission, il y avait une crainte très simple. Vous vous rappelez peut-être déjà à l'époque, le studio se vantait de rester et de vouloir rester indépendant avant son rachat. Oui. Bon, suite à ça, on les a un petit peu accusés d'avoir voulu aussi se positionner, se rendre attractifs potentiellement pour un rachat avec Microsoft, en disant mais non, mais nous on veut rester indépendants. Non, combien de millions? Ouais, C'est vachement bien ça. Moi, j'ai voulu incarner Quelle les rumeurs. négociatrice Les rumeurs, en incroyable. tout cas. Du coup, on se retrouve donc avec cette problématique qui est arrivée là. Et suite à ce rachat, eh bien, on est arrivé sur un studio donc, qui avait peur de perdre son indépendance, surtout son libre arbitre vis-à-vis de la création de ses œuvres. Sauf que là, on se rend compte que finalement, les effectifs ont doublé, mais les problèmes qui étaient déjà présents dans le studio, Ils sont restés. ils sont restés, ils ont doublé avec, en fait, finalement. Donc, forcément, ça ne se passe pas très bien. Aucun projet viable pour le moment, apparemment, avec cet opus numéro 3. On est parti sur un projet de MMO zombie. Personne n'avait vraiment les mêmes idées, ni les mêmes envies, ce qui fait qu'en fait, ça a créé malheureusement de la compétition en interne, mais aussi des tensions entre les équipes. Bah oui, chacun veut aller appuyer son idée, la faire approuver, la faire monter. On peut s'en douter, sauf que suite à ça, nouveau problème, de nombreuses mutations au sein des équipes. C'est-à-dire que tous les 2 mois, des personnes commencent à changer de pôle, changer de poste. Donc ça complique, on s'imagine bien, toute la progression du projet. Et après, malheureusement, toutes ces mauvaises nouvelles, on en arrive aussi à un triste constat. Apparemment, un manque de reconnaissance du sexisme, de la discrimination, mais aussi du népotisme qui serait fait sur place. On a un très long dossier qui est actuellement en ligne aussi chez JV, qui a été traduit de l'article de Kotaku. On dépeint d'ailleurs un portrait assez virulent de Philippe Holt, qui est donc décrit comme un patron toxique, qui aurait volontairement mis de côté des profils féminins pour y placer ses propres amis sur de nombreux studios ouverts dans l'Illinois notamment. Donc voilà, malheureusement aucune sanction portée malgré justement tous les rapports faits au service des ressources humaines. Donc on le rappelle, le projet est actuellement toujours en pré-production. La direction et une partie des employés sont actuellement confiants pour ce projet. Malheureusement, certains sont déjà un petit peu en train de reprocher à Xbox peut-être d'avoir un peu plus le nez dans les studios suite au rachat, puisque effectivement, ça remonte aujourd'hui. Bah ouais, mais à un moment, faut que Microsoft mette le nez dans les studios, parce que si c'est pas le cas, ça commence à faire beaucoup de studios. Tu vois, ça fait la deuxième news qu'on fait sur des dans studios rachetés par Microsoft dans la journée, où à l'intérieur ça se passe pas bien parce que Microsoft laisse un peu faire finalement. Non, il faut. Ou laisse trop faire, peut-être justement du laxisme. On voulait pas faire peur, on voulait pas effrayer les équipes, et malheureusement, on aurait dû. C'est toujours les mêmes trucs. On veut pas laisser partir les directeurs créatifs suite à ces problèmes d'accusation, mais à un moment, il faut couper.
Et ils veulent être les cool kids. Ils veulent désespérément être les cool kids du monde du jeu vidéo aujourd'hui. En fait, Microsoft, c'est très compliqué. Ils sont véritablement en train de marcher sur des œufs. Racheter Activision Blizzard, c'est genre. Mais ouais, ils ont oh une là bombe là, à c'est vrai retardement dans la main, que tu vois, genre. quoi qu'ils auront Activision Blizzard. Donc en fait, là, ils veulent se la jouer cool kid. On rachète, mais nous, on laisse l'indépendance. On n'impose rien de nos règles, aux développeurs. Sauf que malheureusement, du coup, en effet, ça les met plutôt dans une mauvaise situation. Ou plutôt, en fait, c'est ces studios indépendants qui, là, le problème qu'ils avaient, c'est que State of Decay, j'ai oublié le nom du studio précis, ils engrangent de la thune d'un coup d'un seul, comment Undead Labs. Undead Labs, si. Sont, je crois, double ou pas très loin leur effectif en fait. Et évidemment, tu sais pas gérer ça. Et t'as Microsoft qui, eux, savent, j'espère, gérer des effectifs quand même assez imposants, qui en effet, du coup, regardent pas trop. Après, par contre, dans le suite dossier, ce qui est intéressant, c'est qu'ils soulignent quand même une amélioration sur pas mal de points, Tout à ce qui est chouette, mais qui ne freine pas les départs du studio par contre. Et Bah oui. c'est que ça s'améliore, mais pas forcément. Ça s'améliore parce que Microsoft met le nez dedans. Et tout à fait, et c'est là où je pense et j'espère qu'on utilisera ces actualités en guise d'exemple aussi pour rassurer pour ce potentiel rachat qui arriverait avec Activision Blizzard, on le rappelle, qui viennent de payer quand même 18 millions de dollars pour les mêmes Pour les accusations. préjudices, les mêmes accusations, et justement on espère qu'à l'avenir ils n'hésiteront pas à mettre un petit peu à fourrer leur nez dans les studios pour éviter que ce type de comportement puisse se reproduire. Petit retour sur Reddit. Eh oui. Mhm. Bah alors, On en qu'est-ce qui est se passe où, là la France Les Y a- tuiles. Ça fait des années qu'on essaie de vous ramener sur Reddit. Il a fallu que vos streamers viennent chouiner pour que vous vous rameniez. C'est ça Bah ouais, je leur dis, moi, je vous parle tout le temps de Reddit. Tous les ans, on passe comme ça parce qu'on est 300 pélos français là. Est-ce que tu es Kameto? Est-ce que tu es et, Ponce? Est-ce que tu es Tonton? Non, mais est-ce que déjà j'appelle les gens à aller sur Reddit? Non. Non. Évidemment que Plus de non. 100 000 spectateurs sur le mais- truc de Reddit là en France Vous pour vous rendez essayer compte de maintenir le drapeau français. On n'a jamais eu autant de Français sur Reddit. Bravo la France! On est ravis. Espérons que vous y Regarde-moi restez. ça. Même après, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, sachez que chaque année, le Bordel. Airplace se bat. C'est une guerre de pixels, comme vous pouvez le voir toutes les 5 minutes. Vous aussi, vous avez la possibilité d'intégrer. C'est tous les ans, ça votre, Les 5 ans. 5 ans plutôt. Tous les Ouais, 5 ans, j'avoue, j'ai d'accord. dit Ah, tous les, ouais, le dernier c'était 2017. Ah, c'est pour ça, c'est pour déjà. ça. Pour ça qu'il Ouais. fallait pas fait autant de boum badaboum. Ouais, enfin 2017, bref. C'est genre Reddit, ça faisait longtemps que c'était là, que ça avait Mais oui, déjà mais bien bien sûr, explosé. évidemment. Mais ça fait plaisir, mieux vaut tard que jamais, comme on Ils le ont voit. fait la pyramide du Louvre. Ouais. Et ouais. Et- Ouais, et sachez que les avec Espagnols, ce ils ont mime. quand même cramé Notre-Dame de Paris. Ils l'ont pas, ça se fait pas. Elle est réparée depuis. Elle a été réparée, je reprends. Il y a le petit logo Apex Legends aussi qui est juste là. Ça fait plaisir, la commune. Oh, Donc voilà, et bah écoutez, la guerre continue. On va pas rentrer trop dans les détails avec cette news parce que oui, on vous réserve un dossier tout beau, tout chaud pour demain. Et ouais, dossier complet, hein, on vous expliquera un peu d'où ça part, comment est-ce que ça s'est fait, quels les changements. On essaiera de vous retrouver le time-lapse de l'évolution de tout ça, en censurant évidemment toutes les phases où dans le time-lapse, il y a des trucs pas twitchables, parce Oui, qu'évidemment, attention. il y en a aussi. Je trouve ça fascinant, et à la fois, je ne sais pas quoi en penser, sincèrement. Je trouve ça fantastique. C'est C'est- l'internet, c'est la beauté de l'internet. Par contre, je pense qu'on peut préciser que ça se termine ce soir. Oui. Ou fin d'après-midi. Alors ouais, dans l'après-midi plutôt. Enfin, fin d'après-midi, hein, si je dis pas de... J'ai lu des sources différentes là-dessus. J'ai entendu 16h, j'ai entendu plus tard. Ouais, Mais ils ont jamais dans eu, l'idée, ils ont ça jamais eu termine assez. aujourd'hui. Mais vous savez quoi? On n'est pas à l'abri que ce soit tellement un record en termes de Bah succès oui. qu'il s'octroie en fait le droit de le prolonger. Ah non, un non, petit peu. tu sais très bien ce qui va se passer. S'ils prolongent ça va finir en NFT. Ou alors, le pixel, ça va être un espace de terrain alloué, payant, payable en Bitcoin ou en Ethereum. Je sais déjà comment est-ce que ça va Quelle finir horreur. avec Reddit. Non, Quelle horreur. voilà, De toute faut terminer tout ça. Quelle horreur! Eh ben écoutez, si vous n'avez pas envie que ça finisse en Demain. NFT, mais que vous avez plusieurs millions à claquer, faites comme Logan Paul. Oui, puisque- Logan, lui, il a tout compris. Oui, Logan Paul qui... alors, je sais pas si vous regardez un petit peu le chat, mais il y a eu la WrestleMania 38, le gros événement, le plus gros événement Plus annuel gros de la événement de catch. WWE. Oui, toujours vivant la WWE, ça ne change pas. Et justement, Logan Paul avait teasé qu'il prévoyait de se rendre sur scène avec sa carte Pokémon la plus chère. Et ben, vous savez quoi, il l'a fait. Non. Voilà, quand la carte Pokémon devient bling bling, et oui, une What carte the à fuck. 6 millions de dollars, ça s'exhibe.
On dirait avec tu sais, son expression sur le visage, on dirait Bob Lennon. Il a le On collier dirait une tortue Pokémon. ninja ratée, ouais. Il aurait dû aller poser des pixels lui aussi. Hein. Punaise, Ouais. aïe, 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 ça va loin hein, quand même tout ça. 6 millions de dollars. Ouais. Ah, non, bon investissement millions de pour la dollars, retraite. Donc les cartes la Pokémon. carte Pokémon la plus chère, mais voilà, donc aussi cette carte Pikachu d'une collection, j'ai envie de dire, inestimable à ce prix-là. Formidable. Hein. Ouais, WrestleMania, évidemment, si vous êtes abonné au catch, vous pouvez bien sûr aller regarder tout ça. Et dernière brève. Et la dernière, eh bien écoutez, c'est juste un anniversaire, ça fait plaisir. On va prendre le temps désormais de fêter les anniversaires des jeux. Puisque oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Persona 5 sur PlayStation 4. Et oui, 5 ans. 5 ans déjà, ça fait pas mal. Et d'ailleurs, on en profite pour vous rappeler aussi cette autre actualité, c'est que le jeu quittera la PlayStation Plus Collection le 11 mai prochain. Donc voilà, il n'est jamais trop tard pour aller le récupérer. En tout cas, joyeux anniversaire à lui. Et justement, Foster, il me semble que tu avais une petite chose à rajouter là-dessus. Persona 5, un titre. Non, ouais, le seul truc en fait, sur lequel je voulais rebondir, en effet, c'est que c'est dommage par contre de voir un jeu, surtout une licence quand même qui est assez grosse, avec une suite en plus qui va arriver, si je ne m'abuse, enfin une suite pas directe, Persona, ouais. mais Shin Megami Tensei. Ah, elle est sortie. Le 5, Shin Megami Tensei 5 est sorti déjà sur Switch en fin d'année. Donc voilà, bon bah c'est bon, je vais juste rebondir là-dessus et juste parler justement du fait que ça sort sur Switch. Maintenant, aujourd'hui, Persona 5 et surtout Joker est très accroché à l'image de Smash Bros. C'est vrai. Avec sa position dans le cast. Donc je pense qu'il y a un côté un peu Persona 5, c'est Nintendoifié dans son image, dans ce qu'il dégageait, et que c'est pas pour rien que malheureusement son marketplace, on va dire, de 5 ans sur le PSN Plus n'a pas été renouvelé. Ouais, on verra. Et après, bon, c'est pas renouvelé, mais on rappelle qu'il y a le Royal hein, derrière, qui est la version tout en mieux Ah et oui. traduit en français. La version donnée dans le PlayStation Collection, c'est la version en anglais, toute première version, qui est excellente au demeurant. Mais se taper Persona 5 en anglais, c'est comme de lire Game of Thrones en anglais, c'est pas drôle, tu vois. Voilà. Sauf si tu es parfaitement bilingue, évidemment. Lox, je l'entends. T'as tapé dans le mille, quoi. Genre, ça fait mal. Ça fait mal de ouf. Je suis désolé, mais J'ai chaud. Maître Yogi a encore frappé. laborieux quand même. On va vous parler évidemment des différents poissons d'avril. On vous débunk tout ça dans la chronique de Foster. C'est parti, culonique. La feinte. Foster incroyable, le 1er avril, c'était il y a quelques jours. Et oui, tu as ton jungle culonicu, rien que pour toi. Ouais, le mien a bugué, cela dit. Hein. Attention. Oui, oui, oh. Ah, c'est parce que c'est une chronique sur le 1er avril. On règle ça ensemble, Paul, juste après l'émission. Ok. Ça a plutôt pas mal marché quand même pour la première, donc c'est vraiment très très bien. 1er avril, des poissons d'avril en cascade dans le milieu du jeu vidéo et du Twitch game, et tu vas nous faire un petit tour d'horizon de ce qui a le mieux marché, le moins bien marché, les utiles, les pas utiles, les drôles, les pas drôles. C'est parti Foster, on t'écoute. Tout à fait. Alors, grosse anecdote, il faut savoir qu'initialement, moi je suis passé du coup le 31 mars dans ce lunch play et l'ouverture qu'on a enchaînée avec notre bon Ken lorsque je suis arrivé, c'était de dire que j'étais content de pas être là le vendredi parce que je déteste le 1er avril, je déteste les poissons d'avril et je l'avais esquivé. Génialissime. Ce week-end, Adibou m'appelle. Frérot, j'ai besoin d'aide, je suis pas lundi, s'il te plaît, remplace-moi. J'ai une chronique sur le poisson d'avril. Le karma m'a attrapé par le col. Il m'a fait, frérot, tu vas bien parler du poisson d'avril, t'arrives et t'en parles. De fait, je ne sais, oui. T'as intérêt à trouver ça drôle, hein. Ah ouais. Et de fait, justement, en ayant creusé un peu et en ayant nagé parmi ces poissons, j'ai trouvé quand même quelques petites pépites et quelques petits moments qui m'ont fait doucement rire, doucement sourire, moi qui ai profondément aigri. Quoi qu'il en soit, sachez que C'est faux. cette chronique, on la dédicace à notre bon Adibou. J'espère qu'elle te rendra honneur. Alors, j'aimerais commencer en disant que il y a des poissons d'avril qui sont profondément nuls à chier et qu'il faut arrêter au fur et à mesure des années de les faire. Alors, je vais pas mettre évidemment de source à ce moment-là parce que bon, on va pas taper, on tire pas sur l'ambulance grosso modo. Mais les poissons d'avril à base de je quitte machin, j'arrête tel truc, je fais ça maintenant, je me lance dans tel jeu. On arrête, c'est nul, on sait tous, on a compris, on sait poisson d'avril. J'arrête. GG Gonex. Et deuxième point, et c'est les encore moins drôles, c'est ceux qui rebondissent sur un accident. Du genre, c'est horrible, il y a machin qui est mort.
Poisson d'avril. Ah, Non, mais ça faut pas en fait. Ça faut Ah. arrêter. Il y a Ça. encore des gens qui font ça par contre. Je suis Il y a tombé, vraiment des sur, gens. je suis tombé sur un TikTok peut-être, un truc dans le genre où. Ouais, mais vas-y, mais tu prends aussi. Ah bah oui, oui, mais bon, voilà. oui, mais cet si on va exemple. chercher dans les poubelles aussi. C'est- Genre- je fais de la prévention. Je fais de la Merci. prévention. mais arrêtez de dire que TikTok c'est des poubelles. Après, c'est moi qui ai des problèmes. Il y a des Ah, choses formidables c'est sur vrai. TikTok, vrai, d'accord. non, Comme mais il y a des c'est vrai. choses, comme il y a de la poubelle sur YouTube, comme il y a de la poubelle sur Twitch. Non, mais chercher un poisson d'avril sur TikTok, tu sais où ça te mène. C'est vrai. Oui, non, mais ça, par contre, c'est vrai. Voilà. Je ne chie pas Tu sur les cherches TikTokers. les problèmes. Je les trouve. C'est surtout ça. C'est pas faux. Mais du coup, voilà. Ne faites plus ça. C'est comme faire la blague à la Saint-Valentin quand tu prends ta main en photo pour dire je la passe en couple. C'est même niveau, t'arrêtes. Tu arrêtes. Stop. Merci. Maintenant, passons sur du coup les poissons d'avril qui ont été présentés. Je les ai classés en différentes catégories, ok. On va commencer par les mignonnets. Ceux Ah. où tu sais que c'est un poisson d'avril. Tu Oui. le sais, ok. Mais c'est mignon, tu vois, Tu souffles. ça Souffle du nez. Ah, tu vois, ça marche quand même un peu. Ça Voilà. marche quand Les même un petites peu. blagounettes. Les petites blagounettes. Et on va commencer par l'ESA, évidemment, le Centre Spatial Européen, qui nous fait une petite blagounette toute mignonne, gentiment, urgent d'ouvrir prérequis, ajouter ce 1er avril, tu vois, c'est mis direct pour la sélection d'astronautes. On a son propre casque, on sait compter... on sait faire des comptes de 10, pardon, au moins 3 langues, et on sait faire la crème brûlée. C'est mignon, C'est vrai que c'est mignon. c'est doux. La Genre, voilà. la photo est sublime, hein, au Ouais. passage. En plus. Vraiment. Ça fait sourire. Vous êtes tombé sur certains, vous, des mignonnets comme ça qui vous ont fait un peu doucement sourire? Oui, vite fait, vite fait. En vrai, j'ai tellement tendance à les fuir comme This is la peste que je sais pas. Oh Et comment? Oh, Hein tu m'as régalé. Bah écoute, de temps en temps aussi, hein, qu'est-ce que tu veux, j'ai des références, je sais même pas ce que je viens de dire, mais. Arrête. J'ai Lundi des dernier, il y a vrais- une semaine, on a commencé sur du DC's avec du Damso, s'il C'est te vrai, plaît. c'est vrai. Mais je fuis un peu. En plus, là, ça tombait pile poil dans le week-end. Là où généralement, je fais un peu de déconnexion des réseaux sociaux, où je lâche juste un gros troll, histoire de pêcher un peu tout Twitter, histoire de faire un peu du flux. Et ensuite, après, je laisse tout s'auto-alimenter. Puis je reviens lundi et je regarde ce qui s'est passé. Tu laisses tout mariner, évidemment. Voilà. Eh ben écoute, tu as fui peut-être comme justement eh bien, ce petit poisson d'avril, et c'est la façon dont certaines entreprises ont décidé de rebondir, notamment Lego. Alors évidemment, on va servir du poisson d'avril pour faire eh ben, une petite vidéo, un petit contenu sur justement nos produits. Et là, on a tous eu peut-être dans son entourage des gens avec des Lego, et malheureusement, on sait ce qui se passe. Et là, ça Oui. fait mal. Et ça fait mal, mais soyez prêts pour la nouvelle expérience. Oh! What? Oh! Oh! C'est tellement satisfaisant. Voilà, la satisfaction. Les Smart Bricks débarquent chez Lego, évidemment. C'est Non, c'est un génial, poisson d'avril. ça. Mais du coup, voilà, on se sert de ce poisson d'avril pour faire un peu de contenu, du contenu un peu, encore une fois, mignonnet. Hein, en Mais ça, somme. c'est On est- sympa. Ah, non, ça, c'est on, sympa. est, ça. on est toujours sur le mignonnet. Là, il n'y a pas d'embrouille. Alors, attends, je recheck mes notes en parallèle, évidemment. Que je me trompe pas trop. Et derrière, un autre truc qui est sympathique, c'est que ça va sur tous les étalages. On a vu du coup le SA qui faisait sa petite blagounette, Lego qui montre. Et si on va même dans du territorial, on a carrément des directeurs de centres touristiques, enfin directeurs de la gestion touristique Ouais. d'une région qui vient parler et qui vient dire que sa ville Col-sur-Loup dans le PACA qui va du coup être renommé, qu'ils vont accepter des sponsors de l'extérieur pour rebrander la ville, la renommer, et ils vont renommer cette charmante ville de Col-sur-Loup en Col UU ou bien Col Scotch. Évidemment, c'est une blague qui est mignonnette, encore une fois, mais on trouve ça jusque dans la radio, jusque dans les Ouais, ils viennent les Mais faire des sur France régions. Bleu, hein, leur Niveau leur marketing, poisson quand même, d'avril. c'est bien. Hein, c'est Ah, il y bien en a, pensé. Hein. il y en a plein. Vous savez, je crois, il me semble que certains vins totalement insignifiants ont complètement été relancés d'un point de vue marketing en appelant ça le vin de merde ou le vin des pieds ou des noms de vins avec des noms complètement pourris. Et truc que tu prends en le vin de photo merde, pour il me tes semble que ça existe vraiment. Ouais. Le truc que tu prends en photo que t'envoies à tes potes. C'est Ouais, j'ai acheté le vin de merde. Je croyais que le vin de merde, c'était la jaja. Comme l'idée de faire des émissions à mon cul, quoi. Bah, Par exemple. C'est mignonnet.
Après, il y a des poissons d'avril qui sont aussi là pour mettre des claques. Voilà, ils ont décidé, tiens, on va tacler. Comme par exemple Comme ça. ce poisson d'avril, cet article qui nous sort du journal belge DHnet. Aucune idée de ce que c'est. En tous les cas, ils ont une rubrique sport. Et pour les mondiales 2022, Ça, c'est pas mal, ça, j'aime bien. il a été J'aime bien. repêché, évidemment. Alors, j'ai aucune idée de qui sont les personnes sur les noms. Moi non précis. plus. Mais voilà, Giovanni. Mais repêcher Infantino. l'Italie, ça je sais ce que ça veut dire. Et c'est très très drôle. Du coup, a été convoqué et on passe évidemment la Coupe du Monde de 32 à 48 participants et on laisse sa place à l'Italie. Donc voilà, certains poissons d'avril sont aussi là évidemment pour claquer, mettre des petits taquets. En tous les cas, oui. Il y en a eu pas mal d'élaborés aussi, des poissons d'avril. Il y en a Ouais. pas mal d'élaborés et justement, donc, je vous ai parlé de ceux où. Je suis très science en ce moment. On voit des photos de Mars, c'est absolument sublime. Je sais pas vous, mais le fil Twitter Ouais. est magnifique. Et du coup, justement, on a une blague de cette chercheuse à la NASA. Je suis tombé dessus complètement au pif et je vous le partage. De docteur, j'ai plus le nom. Christina. Vous verrez de toute façon, Christina, je te remercie, qui nous fait passer justement regarder à propos de la mission K2, le follow-up de la mission de Kepler. On a réussi à avoir toutes ces données de ces étoiles dans les cieux, c'est magnifique. Et en fait, elle nous montre au fur et à mesure que en rajoutant et en fonctionnant un peu sur différentes matières de je sais pas, de décryptage, de zoom, etc., on peut voir petit à petit, en fait, on peut commencer à décrypter quelque chose. C'est le banana dance, j'en suis sûr. Au fur et à mesure de ces étoiles, et on voit donc du coup justement ces recherches et ces avances pour au final se rendre compte que ce ciel étoilé n'était qu'autre que peut-être une Oh silhouette non. qui bouge Oh. et n'était autre Ah là. que bien Le évidemment Rickroll. Ah, Rickroll, let's go. Putain, Rickroll, évidemment. Donc, là, il y a un thread complet, il y a eu des zooms, d'entre-deux, etc. Bref, ça a été très compliqué. Et je vous ai dit tout à l'heure ne pas faire des poissons d'avril qui dit j'arrête de. Parce que c'était nul. Ouais. Sauf si vous êtes Brigitte Lecordier. Bien sûr. Et que vous dites j'arrête le doublage pour faire de la SMR et que vous sortez une vidéo derrière qui est à mourir de rire. Voilà, merci. Là pour le coup c'était genre fantastique, on va dans le délire justement jusqu'au bout, on assume le côté, on fait de la SMR et on profite de ce poisson d'avril, on sait tous que c'est un poisson d'avril, mais on va jusqu'au bout dans cette vidéo et elle est trop drôle cette production, donc voilà. Brigitte. À ce moment-là, ASMR. allez dedans, faut foncer en fait, faut Ah, foncer. c'est formidable, Brigitte, il faut te lancer dans le Twitch game. Alors je vais pas vous parler de Toulouse non plus, qui a fait tout un article gigantesque qui est absolument énorme sur le ventriglis, sur comment on utilise toute une colline. C'est grosso modo du niveau justement de la radio, vous l'avez ici sur juste déroule l'article assez vite si tu peux pour montrer la quantité qu'ils ont faite pour ce 1er avril et pour vous montrer juste que voilà des personnes qui s'investissent en Venez fait, à Toulouse. dans l'idée de faire une blague. Vraiment, ils s'investissent. Il y a un projet, il y a un chiffrage, il y a un budget, il y a un plan, il y a des activités. Et le truc, regardez la barre à droite qui descend à peine, c'est juste gigantesque. Tout ça pour allouer une colline de Toulouse à faire du ventriglis, qui, je pense, est une activité The Wall of Pêche. qui est juste glissée sur le ventre, je suppose. Ouais. Ça a été vachement mis en avant, justement, le vent qui glisse cet été, au moment des vlogs d'août de Lena Situation, puisqu'elle a été faire ça avec Big Flo et Oli, il me semble. Ah, oh là là. Voilà là la là. petite histoire derrière. Ah ouais. Bien vu, Il y a bien tout vu. un YouTube game de ouf derrière tout Exactement. ça. L'investissement, venez, nos régions ont du talent. Et un des meilleurs quand même. Un classique. Un des Un meilleurs classique, on peut pas poissons. passer à côté. Le GOAT. Ce n'est pas. Zerator. Bah oui, ce n'est pas Suri, le fan ultime de Zerator, qui va me contredire ici. Évidemment, lui, c'est de nature commune, en fait, que chaque année, il nous balance annonce sur annonce sur annonce sur annonce. On a eu 11 annonces cette fois-ci, dont une vidéo de la part de Zerator, évidemment, toutes plus farfelues les unes que les autres. On en est au stade où le The Event, la prochaine fois, créera son propre parti politique à la vente de paillassons, à des tournois de Hot Wheels plutôt que des tournois de Trackmania. Enfin bon, vous avez évidemment la totalité. C'est comme d'habitude Zerator qui met un sacré soin et qui cette fois-ci d'ailleurs se sert même de son équipe e-sport mandatory pour faire d'autres poissons d'avril, notamment le recrutement de Moment qui a été réalisé. Par contre, évidemment, les poissons d'avril, c'est bien, c'est chouette, sauf quand tu deviens
trop crédible et qu'il y a ce qu'on appelle des retours de flamme. Aïe, aïe, aïe. Alors c'est arrivé il y a quelques années, on pense à Volkswagen qui Ouais. avait appelé ses voitures les Volkswagen en partant sur on fait de l'électrique. On fait que de maintenant. l'électrique, ouais. Ouais, Ça a ça fait a un four. marché de ouf. Alors Bah ouais, oui. d'un côté ça a fait un fond sur le public, En même mais temps, ça a marché de ouf parce qu'ils ont eu des masses de boosts dans leurs actions, c'était Bah oui. incroyable. Et puis en même temps, l'idée elle est trop bonne, tu vois. Genre en vrai, c'est un vrai Vol- truc qu'ils auraient dû faire. Volkswagen. Il y a rien de drôle. C'est plus la voiture du peuple, c'est la voiture en Volt. Une par contre, Mais pas mal. vraiment pas une mauvaise idée, qui n'était pas une bonne idée, pardon. On repense à Deliveroo l'année dernière, je sais pas si vous aviez eu un compte Deliveroo. Oh, Et vous attends, avez ils reçu la avaient note fait de la note de 500 balles. 500 balles, exactement. Tout le monde, Ça te fait rire Moi je fais ça, j'ai envie de brûler. Bah, moi aussi. C'est- tout le monde ayant c'est fait que les brûler. hein. Et c'est là où tu vois que c'est une bonne blague. T'as réagi, quoi. Genre, il s'est passé quelque chose. Ah non. Pour le coup de ton. Ça s'arrête au moment où tu paies vraiment les 500 ça. balles, tu Non, vois. ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Non, mais tu sais en temps réel combien t'es débité. Donc forcément, la blague était bien vue. Oui, Mais il y a quand tu vois vraiment- 500 balles, par tu contre- t'inquiètes quand même. Par contre, il y a vraiment full gens sur Twitter qui, premier degré, étaient persuadés. Et ils étaient en train de. Parce que Uber a repris le bail après, derrière, je sais plus. C'est Mais possible. ils étaient plusieurs à le refaire. Et vraiment, ils Oui. ont tartiné le pauvre Ouais. CM parce que vraiment, les gens. La fatigue. Bah oui, mais bon, tout le monde ne comprend pas l'humour, s'il vous plaît. Après voilà, compliqué. c'est le côté poisson d'avril aussi. On essaye de, c'est même pas juste faire une blague, c'est essayer de surprendre quelqu'un, essayer de le tromper en fait. Ouais. Littéralement, tu vois, de le. De Bambozo. Et on va dire que, et là c'est plutôt une question parce que du coup j'ai cherché des retours de flammes sur le 1er avril, j'en ai pas forcément trouvé, excepté un. Mais Oh. est-ce vraiment un poisson d'avril? Et c'est Burger Burger King, ouais. qui part avec cette coupe, qui nous propose du coup son burger moitié viande, moitié végétal, littéralement un truc de viande. Le Le flexi Flexi Whopper. Mais c'est vraiment une blague ou pas? Alors, ils le vendent. Alors, je suis pas allé dans un Burger King pour aller l'acheter et le regarder et tester, mais ils le vendent. Tu peux le commander en ligne. Le 2 avril, tu pouvais le commander en ligne. Non, attends, on est le 4. Le 3 avril, tu pouvais encore le commander. Je crois avoir vu la photo d'un mec qui montrait son burger. Donc, Tu m'aurais Est-ce- pendu du rêve si tu l'avais amené là. Tu as dit voici le Flexi Whopper. j'avoue, j'aurais pu passer un petit crochet à Burger King, c'est bien vu. Mais du coup, c'est là le point, c'est que on se prend un retour de flamme parce que bah, c'est con, c'est un peu con, tu vois. C'est drôle, mais c'est stupide. Mais surtout, du coup, c'est qu'ils le vendent derrière. Donc, à quel niveau on en est? En tous les cas, ça, c'est quand t'es peut-être un peu trop crédible ou quand tu vas un peu trop loin dans, malheureusement, le 1er avril et que ça te retombe dessus. Voilà, c'était la cascade du 1er avril. Tous les petits poissons qui ont chuté, qui ont remonté le courant. Adibou, j'espère que c'était Évidemment. à la hauteur de tes attentes. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas hâte d'être l'année prochaine. Le 1er avril, c'est de la merde. Non, évidemment, Le c'est rigolo. blasé. Là où c'est chouette, c'est que j'ai essayé de vous montrer par cette chronique que le 1er avril, ça se fête absolument partout en fait. Que ce soit dans les communes, dans les régions, par les entreprises, par n'importe qui. Le Dans tout les venant. aussi, jeux ouais. vidéo aussi. C'est aussi une on a façon de vu. faire vidéos. parler un tout petit peu de soi, c'est aussi un moyen de communiquer. C'est vraiment assez cool en Et c'est soi. cool en fait, Ouais. c'est chouette, c'est mignon, on peut faire de très belles choses. Donc au final, en vérité, 30 secondes, Foster. amusez-vous et profitez bien du poisson d'avril. Merci beaucoup Foster pour cette chronique, merci Lox, merci Suri. Tout de suite, c'est les amis bros, hein. On n'a pas le temps de recevoir Menro sur le plateau, on est appelé en plus pour aider au Reddit Pixel Allez au Combat. boulot. Au boulot, c'est parti, on vous embrasse et on vous redonne rendez-vous demain évidemment 12h30 pour le lunch, bisous à demain.